Salut tout le monde! L'épisode d'aujourd'hui est en collaboration avec Cigonia, un des plus grands centres d'expertise en rééducation périnéale et pelvienne au Canada. Cigonia compte actuellement 2 cliniques, une à Sherbrooke et une à Granby, pour un total de 18 physiothérapeutes qui souhaitent mettre en lumière les problématiques intimes qui sont encore aujourd'hui beaucoup trop tabous. On a tourné 2 épisodes ensemble, un sur les douleurs sexuelles puis un sur la grossesse et la rééducation périnéale. 2 épisodes qui, à mon avis, sont vraiment intéressants et importants. J'espère que vous allez les aimer. Bonne écoute! Stéphanie Bourbonnais, allô! Salut! Merci d'être au podcast. Ben, ça me fait très plaisir d'être présente. Aujourd'hui, peux-tu m'expliquer pourquoi tu es là? Pourquoi tu es ici? On va parler de quoi? Dans le fond, aujourd'hui, je suis venue un petit peu expliquer c'est quoi mon rôle comme physiothérapeute en rééducation périnéale pelvienne dans tout ce qui est l'accompagnement dans la grossesse, également dans la préparation à l'accouchement, puis également dans ce qu'on va faire ou qu'on va essayer de prévenir, entre autres, avec nos patientes qui sont enceintes pour justement faciliter leur postpartum. Puis surtout la reprise de leurs activités qui sont importantes pour elles. Ouais. C'est quoi ton rôle à la clinique Cigonia? Bien, dans le fond, moi, je suis physiothérapeute. Fait que moi, comme physiothérapeute, mon rôle, là, c'est de prendre en charge la clientèle, soit dans un but de prévention, soit dans un but de traitement. Puis, c'est un peu aussi pour ça qu'on se voit aujourd'hui, parce qu'il y a un rôle beaucoup préventif avec toute la clientèle des femmes qui sont enceintes, ou du moins qui se préparent aussi à être enceintes pour certaines, celles qui le sont déjà, puis celles, dans le fond, qui ont déjà eu des bébés, donc qui sont dans leur postpartum. Donc, c'est un peu ça. Mon rôle, moi, c'est de faire l'évaluation. Puis l'évaluation at large, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer une série de questionnaires puis on va valider les différentes fonctions là, de la personne. Là. Parce que au niveau pelvien, ce qu'on garde en tête, c'est que, dans le fond, c'est les organes qui sont à l'intérieur du bassin. C'est également la musculature qui va tapisser le fond, dans le fond du bassin. Puis, dans le fond, nous, ça va être d'évaluer les fonctions qui sont reliées. Fait qu'il y en a plusieurs, là. Fonction sexuelle, il y a la fonction urinaire, la fonction fécale, il y a tout ce qui a trait avec, justement, l'évacuation des selles, des urines et autres, qui rentrent, dans le fond, dans cette évaluation-là, mais c'est un petit peu plus large. On va même parler un petit peu de ce que les gens mangent, ce que les gens boivent. Ah oui, ça va loin quand même, là. Oui, vraiment. Ouais. Bien, ça nous permet d'évaluer l'entièreté, dans le fond, de la fonction de la personne. Puis ça, on va faire ces questionnaires-là. Puis par la suite, on va faire des évaluations qui sont physiques. On va valider l'abdomen, on va valider au niveau pelvien. Fait que lors d'une première rencontre, on peut s'attendre à avoir un toucher vaginal là, lors d'une évaluation, tu sais, pour qu'on soit en mesure d'aller évaluer la musculature pelvienne. Puis ça, c'est notre dada, là. C'est ça, dans le coup, on est les meilleurs, là. Tu sais, l'évaluation de la fonction de la musculature pelvienne. Donc ça. Puis également... dans certains cas, puis on risque d'en discuter plus tard, ça arrive des fois aussi qu'on a à faire des touchés qui sont rectaux, là. Surtout quand il y a des déchirures qui sont importantes, dans le fond, pour certaines femmes. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une atteinte au pourtour anal. Fait que ça peut rentrer aussi dans cette évaluation-là. Fait que, une fois qu'on évalue, ben moi, je fais une liste un petit peu des problèmes qui sont présents. Donc, un peu comme une liste d'épicerie. Puis après ça, ça va me permettre de faire une liste de traitements, dans le fond, des interventions qu'on va mettre en place. Puis ça va permettre justement de régler les situations ou du moins de les améliorer en grande partie. En général, là, est-ce que, parce qu'on a parlé de prévention, les gens qui vont vous consulter, est-ce que ça doit être pas souvent de la prévention, malheureusement. Dans ma tête, j'ai l'impression que les gens consultent quand il y a un problème qui est déjà présent. Est-ce que j'ai tort? Bien, je te dirais que présentement, le paradigme est en train de changer. OK? De bouche à oreille. C'est bon, ça. Bien, moi, je trouve ça super parce qu'on a de plus en plus de littérature qui supporte le fait que quand on intervient de façon précoce, puis surtout, tu sais, dans le contexte où est-ce qu'on se parle de grossesse, d'accouchement aujourd'hui, on a beaucoup d'études qui supportent le fait que quand on fait des exercices au niveau du plancher pelvien, quand ces exercices-là sont démontrés par des professionnels, quand on les exécute bien, on prévient vraiment plein de choses par la suite, dont de l'incontinence urinaire, dont des descentes d'organes. Aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on facilite justement le retour à la normale du corps. Puis, que ça soit moins rough, là. Bien, c'est exactement ça, là. Fait que moi, je te dirais, moi, ce que je vois en clinique, puis de plus en plus, il y a un peu de bouche à oreille qui se fait. Ah oui, tu sais, à la clinique, ils sont capables de faire de la prévention. Ils m'ont fait un suivi pendant ma grossesse. Ça m'a beaucoup aidé la journée de mon accouchement. Donc, je te dirais que moi, je suis très heureuse de voir ça parce que, comme clinicienne, je préfère de loin agir en amont. Ben oui.
Puis c'est le bout que j'aime de mon travail aussi. Je vois les mamans, tu sais, comme quand elles sont enceintes, après ça, on prépare pour l'accouchement. Fait que je les vois à différents moments. Je vois leur bédaine grossir. Puis après ça, ils me reviennent en postpartum. Puis là, mon travail est facilité. Puis dans le fond, leurs conditions, ben oui, leur ils sont confort, super contents. Puis souvent, ils me reviennent avec un sentiment, justement, d'avoir passé cette étape-là, qui est l'accouchement, qui est souvent c'est gros, c'est stressant. Ben oui, vraiment. Surtout pour une première fois. Puis de s'être fait accompagner, puis justement d'avoir un petit peu enlevé certains tabous, d'avoir parlé de différents sujets, puis de s'être préparé physiquement aussi. Puis de savoir c'est quoi qui peut s'en venir, parce que souvent, c'est ça qu'on parle moins. Exactement. Fait que quand on accompagne dans ce sens-là, ben les filles ils trouvent que l'accompagnement les a beaucoup aidées. Puis quand ils reviennent en postpartum, ils sont vraiment satisfaites. Mais il y en a aussi que, malheureusement, soit qu'ils n'en ont pas entendu parler, soit que leurs médecins leur en ont pas parlé, ou... Ils n'ont juste même pas... Ben, non, ou à un moment donné, tu as besoin d'un médecin quand tu es enceinte, là, mais... C'est exactement ça, mais, tu sais, là, présentement, je pense que l'ensemble de la communauté est de plus en plus proactive, puis ça, peu importe c'est quoi les milieux, fait qu'il y a beaucoup plus de références qui se font en prévention, puis ça, c'est vraiment super, puis c'est à l'avantage des femmes également. Mais, puis, il y en a qui viennent aussi après... Je vois un peu des deux, mais moi, je suis vraiment plus heureuse de voir mes femmes en prévention parce que c'est payant. Ben oui. C'est quoi les statistiques des femmes qui vivent des douleurs après accouchement? Bien, dans le fond, il y a une certaine proportion de femmes. Déjà en partant, je peux te dire, pour un premier accouchement, 90% des femmes vont avoir des lésions au niveau de leur plancher, de leur plancher pelvien, des lésions périnéales, OK? Déjà là, je peux peut-être démystifier un petit peu, là, parce que souvent, on parle de grade. Dans le fond, quand on a une image d'une vulve, OK? C'est là que j'utilise les termes, là, donc vulve. Au niveau de la partie qui est la plus inférieure, OK? Donc, quand on regarde l'image d'une vulve, on aurait l'entrée vaginale, puis en ligne, juste en dessous, on aurait l'orifice anal, OK? Donc, quand on prend une règle et qu'on mesure la fin de l'ouverture vaginale et qu'on va jusqu'au centre de l'ouverture anale, dans le fond, ça nous donne une mesure. On va se dire qu'on a 4 cm ici, OK? Pour que ce soit l'exemple parfait. Donc, si je déchire à partir de la partie postérieure et que je m'en vais vers le bas et que je déchire dans le premier centimètre. C'est une déchirure de grade 1. OK? Si je pars encore de l'entrée vaginale et que je descends et que je déchire dans le premier 2 centimètres, à ce moment-là, c'est une déchirure de grade 2. Si je me rends à 3 centimètres, on se rappelle que 4, je suis au centre là, de l'anus. À 4, c'est déchiré complètement. Dans Exactement. Le fond, donc, grade 3, on commence à avoir une déchirure, dans le fond, qui va atteindre un petit peu plus les sphincters externes au niveau anal. Puis ensuite, dans le fond, grade 4, c'est que sa rupture au complet, on se retrouve dans les muqueuses là, au niveau anal. Donc, ce qu'on sait, c'est que ce pourcentage-là de déchirures qui sont très importantes sont un petit peu plus faibles. Okay? Tant mieux, on est contente. C'est exactement ça, mais il y a quand même des risques parce que, c'est ça, 9 femmes sur 10 vont avoir une déchirure, peu importe le grade. Entre 1 et 4. Entre 1 et 4. Puis nous, dans le fond, ce qu'on vise, c'est qu'il y ait le moins possible de 4. Ça implique, dans le fond, l'incontinence de gaz, l'incontinence de sel. Des fois, on appelle ça du Sterling. Juste une difficulté à retenir, dans le fond, les liquides qui sont présents à l'intérieur du rectum. Donc, parce que c'est une muqueuse, hein, au niveau du rectum également. Donc, il y a un processus de lubrification qui se fait aussi à l'intérieur. Donc, ce petit mucus-là, s'il vient à sortir, ça aussi, ça peut être problématique. Donc, quand on vient avoir l'atteinte au niveau du sphincter, bien, ça peut impliquer ça. Donc, ça a des conséquences qui sont quand même importantes. Tu sais, comme on se fait tellement dire de s'essuyer d'avant vers l'arrière, puis là, c'est déchiré entre les deux, là. Oui. Ça doit tellement être des grands risques d'infection, là. Bien, je te dirais, le risque d'infection est bien géré, là, OK? Moi, tu me posais la question tantôt, c'est quoi le pourcentage d'avoir des douleurs? Bien, c'est sûr que plus que j'augmente mon grade, plus qu'il y a de chances, justement, les cicatrices sont plus grandes, donc il y a plus de tissu cicatriciel. Ça prend plus de temps à guérir, j'imagine. Ça prend plus de temps à guérir, exactement. Donc, tu sais, ça aussi, ça vient augmenter le risque d'avoir des douleurs résiduelles par la suite. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est pas parce qu'on a une petite déchirure que ça veut dire qu'elle fera pas mal non plus. Donc, c'est pas nécessairement une corrélation directe de... Puis j'ai déjà vu, moi, des femmes avec des grades 4 qui avaient peu ou pas de douleur, mais qui avaient beaucoup de difficultés à retenir leur gaz. J'ai utilisé le mot douleur, mais j'aurais dû dire plus problème
que douleur, parce qu'effectivement, là, c'est ça, là, même des lésions, même des petites micro-lésions, ça peut faire mal, là. Bien, tout à fait. Ouais. Puis, tu sais, dans les problématiques, ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est de l'incontinence urinaire, OK? De l'incontinence urinaire, que ce soit directement après l'accouchement ou que ce soit, tu sais, dans la première année. Tu sais, on sait, il y a à peu près la moitié des femmes ou un peu moins, là, qui vont avoir des problématiques au niveau d'incontinence urinaire, justement dans l'année qui suit la naissance de bébé. Ouais. Puis, ce qu'on sait, c'est que l'intervention de première ligne, c'est de la physiothérapie, là. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller réévaluer la fonction au niveau du plancher pelvien puis l'optimiser le plus possible. Donc, tu sais, ce que je disais tantôt, l'effet de prévenir avant, bien, ça fait en sorte que ça vient diminuer ces impacts-là par la suite. Ouais. L'autre chose dont on parle un peu moins, puis souvent aussi, c'est relié avec un sentiment, pas d'échec, mais un sentiment comme quoi que c'est quelque chose qui arrive aux femmes plus vieilles. Tu sais, les descentes d'organes, tu sais, les fameuses descentes de vessie, descentes de rectum, il y a aussi l'utérus qui peut descendre. Souvent, on se dit, bah, tu sais, ça, c'est un problème de femmes qui sont plus âgées. Mais la réalité, c'est que ça peut se produire après un accouchement. Donc, puis souvent, ce qui va se passer en clinique, ce que je vois, c'est que les femmes sont déçues. Tu sais, quand on parle de ça, puis qu'on dit « OK, oui, tu sais, t'as poussé longtemps. » Tu sais, ça a été difficile, justement, avec la sortie de bébé, etc. La poussée était longue, ça a été instrumentalisé, tu sais, avec des forceps, etc. Puis là, les filles sont comme déçues. Ça fait malheureusement partie un petit peu du bundle de problématiques qu'on peut avoir après un accouchement. Puis ça aussi, dans le fond, on peut venir prévenir en amont. Ouais. Parce que dans le fond, tout ce qu'on fait en prévention, ce que ça fait, c'est que ça vient favoriser justement l'accouchement. Puis quand on favorise l'accouchement et, dans le fond, ce qui se passe un petit peu plus naturellement, bien, ce que ça fait par la suite, c'est qu'on a peut-être moins recours à de l'instrumentalisation, on a une meilleure poussée. Donc, si on a une meilleure poussée, le temps de poussée est moins long. Donc, à ce moment-là, on vient intervenir sur les facteurs. Dans le fond, tu sais, c'est un peu ça. Si ton temps de poussée est très long, on le sait que tu peux avoir davantage de problématiques en lien avec des déchirures au niveau du plancher pelvien, aussi au niveau des prolapsus. Donc, si on vient intervenir puis on te montre comment bien pousser puis d'être efficace, bien, ça vient régler ça. Prolapsus, c'est ça, c'est la descente d'organes? Oui. OK. Juste pour mettre le mot sur les bonnes choses. Ouais. C'est le beau mot, OK? Puis dans le fond, c'est pour ça, il peut y avoir des prolapsus à différents endroits. Mais ceux dont on parle, nous, c'est des prolapsus qui sont vaginaux, OK? Puis les gens vont avoir dans l'idée aussi que l'organe peut sortir complètement et tomber, là. Mais dans le fond, ce qui se passe, c'est que c'est le vagin, il va juste vraiment se replier sur lui-même puis sortir vers l'extérieur. Donc, c'est une invagination. Oui, dans l'autre oui, dans l'autre sens. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Puis, à ce moment-là, tu sais, il y a une limite. Tu sais, le vagin, c'est fermé. Oui, c'est ça. Il y a quand même des tissus qui, ça se tient quelque part, là, ça. C'est exactement ça. Puis ça, c'est un petit peu le même principe. Je sais pas pourquoi en physiothérapie, on grade tout de 1 à 4, là, mais les prolapsus aussi... 1 à 4? Ben, pas tout le temps, mais en tout cas, les deux d'autres, on vient de parler. Ouais. Donc, les prolapsus aussi, ça va être des grades 1 à 4. Okay. Puis là, à ce moment-là, ça va être soit grade 1, 2, ou est-ce que on voit du mouvement, mais à l'intérieur, puis on ne dépasse pas les marges, dans le fond, vaginal, dans le fond de l'entrée. Puis après ça, grade 3 et 4, ça va sortir à l'extérieur. Oui. Fait que le col de l'utérus peut sortir là, de... Ouais. Ah oui, c'est quand même... Ça doit être douloureux, ça, Caroline? Bien, surprenamment, non. Ah oui? Je me serais tellement pas attendue à ça. C'est pas pour de la douleur, c'est pour des sensations de pesanteur, souvent, que les gens vont venir consulter. Des sensations de présence. Comme s'il y avait toujours quelque chose au niveau de l'entrée vaginale puis que c'est fatigant. Imagine un peu comme si tu étais dans ta semaine puis que tu avais un tampon, tu sais, qui avait descendu, qui n'était pas à sa place. Oui, infernal. Oui, c'est ça, mais c'est pas que ça fait mal. C'est inconfortable. C'est juste inconfortable. Ouais. Donc ça, puis souvent, tout dépendamment, c'est quel organe qui va venir tomber, bien, ce que ça fait, c'est que si j'ai ma vessie là, qui tombe par en arrière, bien, pas tout à fait dans le bon angle non plus pour se vider. Fait que des fois, ça peut amener des problématiques de vidange. Là. Ah, t'as toujours envie, genre? T'as plus envie. Quand tu vas à la toilette, t'as tout le temps l'impression que t'as pas vidé complètement ta vessie. Ça peut être un petit peu la même chose pour le rectum. Le rectum aussi peut venir à sortir par l'entrée vaginale. Ah mon Dieu! OK. Ça s'appelle un rectocèle, OK? Puis ça, dans le fond, la première chose qui vient causer ça, c'est souvent de la constipation. Puis ça, on n'en parle pas aussi, de constipation. Vrai. Les gens sont vraiment gênés de parler de leur selle. Oui. Ouais. Moi, dans mon bureau, j'en parle à tous les jours. Oui.
Ouais. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est... Tu sais, quand je te parlais tantôt qu'on allait questionner sur les habitudes alimentaires, ben c'est un peu ça. Ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça parce qu'on le sait que c'est corrélé avec davantage, justement, de problématiques pelviennes. Ouais. Donc, tu sais, moi, une rencontre, une femme enceinte arrive, puis je suis comme « Hey, tu manges-tu des fibres? Tu sais, c'est quoi la quantité d'eau que tu bois? Qu'est-ce que tu bois? » Puis les filles, des fois, sont comme « Mais pourquoi tu me demandes ça? » Ouais, Moi, c'est important, finalement. Hein? Exactement. Moi, je suis dans mon petit mode de dépistage, là, essayer de trouver les choses qui fonctionnent pas bien pour tout de suite réaligner, parce que c'est tellement plus facile de dire à une femme « Hey, enceinte, là, tu sécrètes beaucoup de progestérone. La progestérone, ça rend tes muscles lisses dans ton corps, plus relax, OK? Bien, c'est correct, parce que l'utérus... C'est fait pour ça, là. Bien oui, l'utérus a du muscle lisse alentour. Ouais. Fait que, on veut pas qu'il sorte le bébé avant le temps. C'est ça. Donc, on a des mécanismes naturels qui nous permettent, justement, de ne plus avoir ces contractions-là. Par contre, ton système digestif fonctionne avec des muscles lisses qui fait avancer ton contenu au niveau du tractus. Ça affecte ça, donc on peut avoir de la constipation. Fait que des fois, il y a des filles qui, avant d'être enceintes, qui n'ont jamais été constipées de leur vie, ils arrivent dans une période où est-ce que, justement, on prend du poids parce que le bébé, il pèse, le liquide amniotique pèse. Puis là, en plus de ça, on se ramasse à aller forcer à la toilette pour essayer d'évacuer des selles. On se ramasse avec des fissures, des hémorroïdes. Je demande toujours les questions du public pour mes épisodes, puis une des questions qui est revenue, c'est quand on va à la selle puis qu'on force, est-ce que ça peut affecter le périnée? La réponse, c'est oui, malheureusement. Dans le fond, quand tu vas à la selle, ce qui se passe, c'est que tu t'assois sur la toilette et là, tu relâches les muscles de ton plancher pelvien, OK, pour que tes selles puissent sortir. Parce que si tu gardes ça tout tendu, ben il n'y a rien qui va sortir, OK, puis spécifiquement pour les selles. Ce qui se passe, c'est que quand tu viens forcer, tu viens rajouter une pression de ton abdomen, OK, tu bloques ta respiration la plupart du temps pour arriver à cet effet-là, puis tu pousses l'ensemble de tes organes à l'intérieur de ton abdomen vers le bas pour arriver à faire une pression éventuellement sur ton rectum qui est en bas pour que éventuellement les selles sortent. OK? Donc, ça, c'est comme une mini poussée d'accouchement, tu sais, quand on regarde ça, là. Mais puis tout dépendamment, il y a des gens qui disent « Ah, mais tu sais, je pousse pas longtemps. » L'affaire là-dedans, c'est que c'est cette problématique-là, sur quelques années, on rajoute là-dessus une grossesse, un accouchement, après ça, hop, la ménopause, et là, on se retrouve avec des problématiques qui, dans le fond, si on aurait géré ça bien avant, puis qu'on avait juste... C'est tellement bien fait, la nature, OK? Quand on a une bonne position, dans le fond, à la toilette, parce que oui, il y a une bonne position à avoir, OK? Grosso modo, il faut que tes genoux soient un petit peu plus hauts que tes hanches, OK? Il faut avoir une légère rotation, OK? Pour permettre justement de détendre. Ça ressemble vraiment à quasiment la squat. Oui, c'est exactement ça, OK? J'ai vu qu'ils vendaient maintenant des petites marches là, que tu peux mettre en bas de ta toilette pour pouvoir surélever tes jambes. Là. Ah, tout à fait. Puis ça peut être bien aidant. Moi, le seul conseil que je donne par rapport à ça, c'est essayez avec qu'est-ce que vous avez à la maison. Tu sais, si vous avez, moi j'aime bien dire, des vieux dictionnaires qui traînent, essayez de voir c'est quoi la hauteur que vous avez besoin. Parce que, tu sais, on a beau dire, on n'a pas toute la même longueur de fémur et... la hauteur de toilette aussi, là, même ça change beaucoup d'une maison à l'autre. Exactement. Puis il y avait une mode, tu sais, dans les années 70-80, dans les maisons qui sont un petit peu plus anciennes, tu sais, c'est comme la toilette était mise sur un podium, on était quasiment, était comme mis plus haute. Mais ça vient... Ça nous aide à se relever debout une fois qu'on est assis. Par contre, ça ne nous aide pas à évacuer nos selles du tout. Là. Les jambes qui pendent de la toilette. C'est exactement ça. C'est pas ça qu'on veut. Là. Puis l'autre aspect, c'est quand tu n'as pas d'appui, ben, c'est vraiment difficile de bien relâcher. Fait que là, je fais un petit pont. Tu sais, nos enfants, là, quand ils n'ont pas d'appui au niveau des pieds puis qu'ils pendent au niveau de la toilette, ben, ça aussi, c'est plus dur. Fait que c'est un petit peu ça. Des fois, la constipation, ça ne vient pas d'hier. Pour certaines personnes, ils font comme « Ah oui, je sais, tu parles de moi, là, ça fait des années, j'ai toujours été constipée, enfant, j'ai été constipée. » Ça, c'est à adresser. Parce qu'on le sait que si c'est pas adressé rapidement dans la vie de quelqu'un, ça va mener avec des problématiques pelviennes plus tard. Là. Puis surtout, ce que je te parlais du rectocèle, là, c'est ça qui guette. Là. Fait que là, essayer de surélever ses jambes, les genoux par rapport aux hanches, que ça soit un petit peu plus haut, ça aide beaucoup. Tout à fait. Manger des fibres, boire de l'eau. Manger des fibres, boire de l'eau. L'activité physique de façon régulière, ça vient augmenter le transit. L'autre aspect, des fois, au lever le matin, de prendre un verre d'eau froid avant de manger quoi que ce soit d'autre, sur un estomac qui est vide, ça aussi, ça va aller chercher un petit effet même stimulant. Froid, c'est... Pourquoi froid?
Je pourrais pas te l'expliquer en long et en large présentement, mais c'est ce qui est recommandé. Okay. Oui, mais en tout cas, moi, je me suis rendu compte que ça fonctionnait bien. Oui. OK? L'autre aspect, c'est plus au niveau des réflexes, là, au niveau de la rentrée de nourriture, au niveau de l'estomac. C'est peut-être plus là où que ça va jouer, mais pourquoi plus froid que chaud, je pourrais te dire. Je pourrais pas te dire. Ouais. Sinon, l'autre aspect, c'est surtout d'écouter ses envies. Puis ça, c'est une problématique qu'on voit souvent. Ouais. Les gens, ils ressentent l'envie, ils ne l'écoutent pas. Okay? Se retenir trop longtemps, dans le fond. Exactement. Est-ce que c'est aussi effectif par rapport aux envies de pipi? Dans le fond, pour les envies d'uriner, c'est comme un pattern qui est un petit peu différent. Parce que le rectum, c'est comme si lui, il pouvait s'adapter puis se moduler peut-être un petit peu plus facilement. Parce que, des envies de sel, on n'a pas ça à chaque 2 heures. Ouais. OK? Le système est un petit peu différent qu'au niveau urinaire. Au niveau urinaire, ce qui va se passer, c'est que tu ressens des envies, puis dans le fond, tu as à peu près 3 signaux. Tu as un premier signal qui te dit « Ah, tu sais, éventuellement, il va falloir peut-être tu y ailles. Si tu es occupé, tu vas l'oublier, puis tu sais, ça va passer, puis tu vas être capable de continuer tes choses. Ouais. La deuxième envie qui va arriver, ça va être celle de « OK, là, tu as envie, puis peu importe si tu continues tes tâches, tu vas continuer à ressentir cette envie-là. » Ça, dans le fond, c'est celle qu'on devrait écouter. Ouais. Mais si on est vraiment, vraiment, vraiment occupé, puis ou qu'on est pris dans le trafic ou autre, là va venir notre troisième envie. La troisième envie, c'est l'urgence. Qui fait mal, presque. Là. Oui. Ça, c'est celle où est-ce que les gens, tu serais dans un festival, tu serais prête à dépasser une file de 30 personnes devant toi pour arriver en premier. OK? Genre, tu es sur le bord de te pisser dessus, là, dans le fond. C'est exactement ça, là. Tu sais, le point de non-retour est proche, là. Ouais. Dans le fond, au niveau urinaire, ce qu'on voit, c'est que contrairement au niveau des selles, les gens vont retarder. Puis, ce que je vois plus souvent en clinique, c'est qu'au niveau des urines, les gens vont y aller au cas où. OK. Ah ouais, OK. Oui. Je vois aussi le portrait des gens qui se retiennent toute la journée, puis qu'après ça, ils disent, ben je sais pas, je ressens pas vraiment mes envies. Ouais. Ils ont trop appris à pas écouter leurs envies, fait qu'ils les sentent même plus. C'est exactement ça. Ouais. Fait que ça, c'est problématique. Ouais. Fait que dans le fond, on devrait juste... Tu sais, notre corps nous parle. On devrait juste comme l'écouter lorsque ça se produit. Puis, tu sais, c'est entre toi puis moi, il n'y a pas un être vivant sur Terre qui ne va pas uriner ni déféquer. OK? Fait que après ça, si on n'est pas à la maison, là, après ça, tu sais, il faut se trouver des stratégies, là. OK? Ah, j'ai entendu tellement de monde dire qu'ils sont pas capables d'aller faire un numéro 2 ailleurs que chez eux, là. Exactement. C'est vraiment fréquent, j'ai l'impression. Oui, puis dans le fond, tu sais, il y a différents aspects. Tu sais, je pense que de plus en plus, puis c'est ça qu'on voit, là, tu sais, mettons, dans les cafés comme les Starbucks, de plus en plus, on va retrouver des toilettes qui sont individuelles parce que, justement, on le sait, en plus, le café, ça a une tendance un petit peu laxative. Donc, de laisser cet espace-là aux gens, justement, pour qu'ils puissent aller à la toilette, déjà là, c'est une bonne chose. Souvent sans quelqu'un dans la cabine à côté. C'est ça, entendre les petits bruits disgracieux là, tu sais, qui peuvent survenir en même temps. L'autre aspect, c'est beaucoup l'odeur, mais ça, il existe des petits sprays, dans le fond, que tu peux sprayer dans le fond de la toilette. Avant? Oui, avant. Ouais. Puis dans le fond, ça fait comme un petit film protecteur. Puis quand ta selle va passer, c'est comme ça va l'enrober et ça va empêcher d'avoir une odeur nauséabonde un peu partout. Fait que ça aussi, c'est présent. Moi, les gens qui veulent pas s'asseoir sur les toilettes, je dis, ben, traîne des lingettes d'isole. OK, c'est important. Puis il y en a de plus en plus aussi dans les toilettes publiques, ou du moins, sinon, les petits papiers qu'on va retrouver pour être capable de bien s'asseoir. Ouais. C'est un petit peu la même chose. Puis au pire, tu prends du papier de toilette si c'est exactement ça. Il y a toujours du papier de toilette, fait que ça, Tout à fait. Fait que c'est... Dans le fond, médicalement parlant aussi, c'est pas une bonne idée de se retenir trop longtemps. Ouais. Expérience vécue, j'ai déjà retenu une envie tellement longtemps, quand j'étais jeune, j'étais au cégep, je voulais pas déranger mes amis puis de leur dire que j'avais envie de pipi. Et tout ça s'est terminé avec une infection urinaire. Ah non. Je me suis retenue tellement longtemps que j'ai eu une infection urinaire. Mais ça, tu sais, expérience personnelle, là, tu sais, je vous dis pas que c'est ça qui va arriver à tout le monde, là, mais juste pour dire que il y a des petites répercussions, puis dans le fond, dans nos gestes qui sont quotidiens, souvent les gens disent « Ah, mais ça, c'est rien », mais non, c'est dans les petits gestes qu'on peut arriver à faire la meilleure prévention. Ouais. Donc, c'est un peu ça, puis en plus, quand on est enceinte, avec la grossesse, ben je pense que c'est une période dans laquelle on est un petit peu plus fragile également, donc de porter une attention. J'ai entendu dire que quand on allait faire pipi, si on peut se retenir au milieu pendant qu'on fait pipi, ça pouvait aider à comme muscler le périnée. C'est vrai ça ou? Bien, je te dirais, je t'arrête tout de suite. Ouais. Ça, non. C'est pas vrai. Pas vrai. OK. Moi, je pose la question dans mon questionnaire, est-ce que tu es capable de faire le stop pipi? Puis après ça, je dis, bon, mais ça, c'est une chose que tu fais une fois au chalet, une fois de temps en temps. Ouais. C'est pas une façon de muscler ton périnée. Par contre, le mais dans ça, c'est que quand tu veux couper ton urine pendant que tu es en train d'uriner,
bien, c'est cette action-là que tu voudrais faire, mais dans un autre contexte pour renforcer ton périnée. OK. Fait que c'est le même muscle que tu utilises, dans le fond. C'est exactement ça. Ouais. Fait que pour quelqu'un qui ne comprend pas l'essentiel, jamais, je vais dire, commence à uriner puis retiens ton urine. Ce que ça fait, c'est que ça crée de la latence au fil du temps. OK? Donc, tu vas commencer à uriner, puis là, à un moment donné, ça va juste arrêter tout seul. Puis là, les gens disent, ben voyons, mon jet, il est bien lent, il est hésitant, ça passe, ça revient, j'ai l'impression que je vide pas bien ma vessie. Mais ça, c'est à force de pratiquer cette espèce de contraction-là pendant qu'on urine. Ouais. Fait que, c'est exemple, on s'en va chez le médecin puis qui dit, bon, ben je veux un échantillon mi-jet. Ça, c'est typique. Ouais. Dans le fond, il dit, si tu fais pipi dans la toilette, t'arrêtes. Les premières gouttes qui... Ouais. C'est exactement ça. Si on demande ça une fois, puis vous faites ça une fois de temps en temps, c'est tel que tel. Ouais. Mais par contre, si à chaque fois, parce qu'on va en moyenne de 6 à 8 fois à la toilette par jour, OK? Ce serait dans la normale. Si tu me fais ça, ta contraction, puis que tu arrêtes ton jet, à chaque fois que tu y vas dans ta journée et que tu me répètes ça pendant plusieurs mois, c'est clair que c'est plus problématique par la suite. Ah ouais! OK? Fait que les exercices de plancher pelvien, on veut faire comme si on retenait urine, sel et gaz, mais on veut pas le faire dans un contexte où est-ce qu'on est en train d'uriner ou qu'on est en train d'évacuer des selles. OK? Fait que on veut faire comme si, mais c'est un peu ça, pas dans l'action. C'est ça, oui. Fait que là, en prévention, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on se prépare à être enceinte, là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Bon, la première chose, si on a déjà des douleurs à l'entrée vaginale, OK? Avant, OK? Mettons, là, je suis en couple, je suis avec mon partenaire, j'arrête la pilule ou on pense à arrêter la pilule. Puis que, bien, dans les essais, on augmente, parce que souvent, c'est ça qui va se produire, là, on augmente la fréquence des relations sexuelles. Souvent, il va y avoir plus de relations, dans une même période de temps. Bien, à ce moment-là, si on voit qu'il y a des douleurs pendant les rapports sexuels, moi, ça, c'est une raison de consultation pour venir avant d'être enceinte. Ouais. OK? Par la suite, une fois qu'on est enceinte, bien, moi, c'est tout le volet de faire le suivi, non seulement au niveau du périnée, mais au niveau des muscles abdominaux, OK? Parce que, veut pas, être enceinte, ça implique que notre ventre va grossir éventuellement, puis que ça va venir étirer des structures. Ça étire pas mal. Oui, ça étire la peau, ça étire les abdominaux aussi, OK? Fait que l'ensemble de muscles. Fait que l'avantage de venir faire le suivi pendant qu'on est enceinte, c'est qu'on vient faire des exercices préventifs pour le périnée et les muscles abdominaux avant que certaines problématiques apparaissent. Puis, entre autres, pendant la grossesse, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de diastase. Oui, bien, c'est les muscles, là. Bien, c'est les muscles abdominaux. Ouais. Moi, j'ai toujours en tête, là, tu sais, les annonces de Bobette de Calvin Klein, là. OK? Tu sais, le gars avec l'espèce de caramilk. OK? Bon, bien, ça, ce sont tes grands droits. OK? Ils sont présents chez l'homme, ils sont présents chez la femme. Chez la femme, ils sont juste un petit peu plus cachés, là, que les gars de Calvin Klein. Mais... Ils sont un petit peu plus cachés chez la majorité des hommes, je dirais aussi, là. Mais c'est un peu ça. Mais ce sont ces muscles-là qui vont venir s'étirer puis se séparer. Plus que l'abdomen va prendre du volume chez la femme, puis ça correspond avec l'augmentation du volume de l'utérus, là. Donc, ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on fait des redressements assis, si on continue des exercices de gym qui sont non appropriés, si on continue à faire du soulèvement de charge pendant la grossesse, soulèvement de charge, dans le fond, qui dépasse le 15 à 20 livres de façon répétée. Puis si on a déjà une faiblesse au niveau de nos muscles abdominaux, bien, on le sait que ça peut mener à une diastase plus importante. OK. Puis diastase, c'est une déchirure ou c'est juste que ça s'étire? C'est l'écartement. OK. Oui, c'est vraiment l'écartement. Il va se passer un écartement qui est tout à fait naturel. Puis c'est un peu pour ça que ça ressemble à une caramilk, entre autres, ce muscle-là. Parce que c'est comme si entre chaque petit faisceau musculaire, il y avait du tissu qui permet de s'étirer. Puis d'accommoder justement le ventre qui va devenir plus gros. C'est bien fait, la nature. Par contre, quand cet étirement-là se fait trop rapidement, de façon importante, ce qui se passe, c'est corrélé avec plus de problématiques au niveau de l'accouchement. Il disait que les femmes, dans certaines études, qui justement avaient des diastases importantes, avaient des temps de poussée qui étaient plus longs, avaient également davantage de risques d'avoir recours à l'épidurale. Donc, on a des études qui supportent le fait que la diastase, on le sait,
elle va se produire chez 100% des femmes qui vont dépasser 35 semaines de grossesse. Fait qu'on le sait, là, t'es rendu à 35 semaines, il y a une diastase. Ouais. Elle est physiologique, elle est normale. Ouais. Par contre, ce que j'aime bien dire, c'est si à 20 semaines, t'es étiré comme que tu devrais l'être à 35 semaines. Là, ça regarde pas bien, là. Là-dedans, on tombe un petit peu plus en physique, là. Ouais. OK? Ils appellent ça... il y a deux aspects. Il y a l'élasticité des tissus, puis l'autre terme qui s'appelle le fluage. OK? Le fluage, c'est, dans le fond, la déformation d'un tissu qui va se produire pendant une période, qui va faire en sorte que ça va faciliter son étirement une autre fois qu'on va réappliquer une force. Donc, où est-ce que je m'enligne? Si ta première grossesse, tu as vraiment une grosse diastase et qu'elle est vraiment active, il y a plus de chances qu'à une deuxième, une troisième grossesse, que cette diastase-là soit présente et même qu'elle s'empire. Ah ouais. OK? Qu'elle arrive plus tôt à chaque fois. Ah, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'une diastase arrive plus rapidement qu'une autre? Bien, comme je te disais, le fait de soulever des charges. OK, oui. OK? Ouais. La plupart du temps, là, les filles qui ont des métiers où est-ce qu'il y a beaucoup de manutention et tout ça, ils vont se faire retirer de leur travail quand même assez rapidement. Par contre, je sais pas, mettons, moi, comme activité de loisir, j'aime beaucoup la mécanique. Et puis, je suis en arrêt de travail de mon travail, mais que je me retrouve à faire de la mécanique puis à soulever des outils qui sont lourds, à soulever des choses qui sont très, très lourdes. Bien là, à ce moment-là, bien, l'effet protecteur du retrait de l'arrêt de travail ça sera peut-être... Oui, c'est exactement ça. L'autre aspect, ça, c'est anatomiquement... Tu sais, il y a des gens, tu as l'impression qu'ils n'ont pas de tronc. Tu sais, tu regardes, tu dis les côtes se terminent, puis tout de suite, le pubis est à côté. Ça, à ce moment-là, c'est plate, mais on le sait que ces femmes-là vont avoir tendance à avoir un étirement qui est plus prononcé. Puis ça, moi, je peux pas changer parce qu'il y a juste moins de place dans l'abdomen, dans le fond. Bien, c'est exactement ça. Puis c'est comment que les gens sont faits. Tu sais, des fois, les gens, tu les vois debout, ils sont super grands, tu les assois, puis tu fais « Oh, mon Dieu, je pense... Ils ont de l'air plus petits. » Bon, bien, la longueur du tronc, ça, on vient pas changer. L'autre aspect là-dedans, c'est que si j'ai quelqu'un qui est habitué de s'entraîner beaucoup, puis que... Tu sais, des fois, les gens peuvent être un peu stiffs, hein? Ils manquent de souplesse, OK? Bien, les muscles abdominaux aussi peuvent manquer de souplesse. Fait qu'à ce moment-là, si j'ai pas tendance à m'étirer et que là, j'ai comme un étirement forcé par la grossesse, ça aussi, ça peut être quelque chose qui va venir amplifier un peu. Ça s'étire des muscles abdominaux? Ben oui. Comment? Ben je m'en dis, le cobra, ça, c'est un très bel exemple d'étirement. Fait que, tu sais, un étirement, grosso modo, là, c'est quand on prend une extrémité d'un muscle, on prend l'autre, puis on les éloigne. OK? Fait que tes muscles abdominaux, bien, ils viennent s'attacher juste à la fin de ton sternum, sur le bord de tes côtes également, puis ça s'en va sur ton pubis en bas. Fait que si tu fais un mouvement, dans le fond, qui va venir séparer, ça va venir les étirer. Fait que ça serait bon de faire, en prévention, de faire des étirements? Exactement. OK. Donc ça, puis ce que je te disais, ceux qui continuent d'aller au gym puis de faire des crunchs, au départ, en début de grossesse, quand ça paraît pas. Tu sais, quand personne pourrait se rendre compte que tu es enceinte, c'est moins grave. Mais quand on commence à avoir une bédaine, ce qui se passe, c'est que... Puis c'est encore de la physique, dans le fond. C'est plus complexe, hein? Mais dans le fond, tes fibres, elles veulent se raccourcir. OK? Puis si le chemin pour se raccourcir demande plus d'efforts que de s'écarter pour ensuite se raccourcir, ils resteront pas en place. Là. Ça va faire une force tensive de chaque côté, puis ça va les écarter. OK? Donc, de garder des exercices un peu comme on est couché sur le dos, puis tu sais, on met nos mains derrière la tête, puis là, on rapproche notre tête de nos genoux, là. Ça, ou faire l'espèce de petite bicyclette, là, quand on est couché sur le dos, là, puis d'alterner. À éviter. Oui. Puis, encore plus simple que ça, si je suis couchée sur le dos et que je décide que je me relève droite dans mon lit, je viens de faire un crunch. Ah ouais? Fait que peut-être se tourner sur le côté avant. Exactement. Okay. Puis t'aider avec un bras. Puis, exactement. Puis, même principe, je suis assise dans mon lit, je m'assois à droite et hop, je m'en vais vers l'arrière, je descends. Bien, c'est encore un crunch. Ah ouais. C'est juste que... Fait qu'il faut vraiment consciemment y penser à nos mouvements. Là. Bien, c'est exactement ça. Fait que ce qu'on veut, c'est... Moi, je dis toujours, tu mets une main sur ton sternum, tu mets une main sur ton pubis, puis je veux que ça reste exactement la même distance. Donc, tu te tourner sur le côté, puis après ça, venir bouger, ça va venir pallier. Fait que, ça, c'est des petites choses, là. Puis quand c'est déjà là, la diastase, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour aider que... Oui, il y a tout à fait. Quelque chose à faire. Dans le fond, la diastase, c'est surtout les muscles superficiels. Hein. Tu sais, je te parlais du gars Calvin Klein. Fait que ça, on est capable de les voir, OK, ces muscles-là. Il faut juste pas oublier qu'il y en a 4 qui sont les uns par-dessus les autres. Puis ceux qui sont plus profonds,
le plus profond. C'est un muscle qui s'appelle le transverse de l'abdomen. Moi, c'est mon BFF, là. Ah OK? ouais. C'est le muscle qu'on veut venir contracter. Puis lui, sa job, c'est de garder les organes vers l'intérieur puis de venir stabiliser au niveau du tronc. Fait que c'est pas un muscle qui est super le fun à travailler, je te dirais. Ah non. Là, OK? Je t'explique, c'est juste parce que tu fais une contraction puis tu n'as pas de mouvement. C'est vraiment plus dans la conscience de sentir ce que tu es en train de faire. OK? Fait que tu dis ça, j'ai essayé de le faire. Oui, hein? Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, cette contraction musculaire-là, ça amène pas de mouvement. Fait que pour certaines personnes, c'est un petit peu plus dole ou plate, tu sais, en termes de vision. Par contre, quand on est enceinte, le seul avantage qu'on a, c'est que ça va venir faire un petit hug, tu sais, un petit câlin à bébé. Souvent, ça va venir comme juste resserrer alentour. Donc, ça, de venir pratiquer, se renforcer, augmenter l'endurance de cette musculature-là, bien, dans le fond, ce que ça fait, c'est que lui, sa job, c'est de rapprocher. Donc, ça va éviter l'écartement. Donc, on va venir pallier à ça. Donc, ça aussi, ça fait partie des apprentissages. Puis, en plus, ce muscle-là, quand on sait bien l'utiliser, c'est lui qui va nous aider à pousser bébé à la sortie. C'est bon, ça. Fait que c'est un 2 en 1. C'est utile. Exactement. Ouais. On a parlé un peu de déchirure tantôt. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour prévenir ou éviter le plus possible là, le risque de déchirure oui, tout à fait. Dans le fond, on a fait une petite étude de maison à la clinique. Puis, dans le fond, on s'est rendu compte qu'en faisant des exercices d'étirement au niveau du périnée de façon régulière à partir de 35 semaines de grossesse, que nous, cliniquement, on arrivait à avoir 50% moins de déchirure. Ah, c'est beaucoup, là! Oui. Puis, dans le fond, ça vient corréler avec d'autres études, là. Tu sais, ça, c'est notre petite étude maison, là. Ouais. Mais on s'est rendu compte que ça corrélait aussi avec d'autres études qui étaient disponibles. Puis... même juste pour 5 semaines, là. Ben oui. Fait que dans le fond, c'est Fait que si tu le commences au début de la grossesse... Ben, moi, je recommande pas ça. Non? Parce que, oui, je t'explique. Ouais. Les gens se tannent. Ah oui, OK. OK. Puis le plus important, c'est les 5 dernières semaines. T'as tout compris? OK, je comprends. C'est comme si tu avais une compétition de gymnastique, puis tu sais, tu te dis « Ah, j'ai 9 mois pour me préparer », tu t'étires les 2 premiers mois, puis après ça, tu arrives proche de ton événement, puis « Oh, zut, ça fait 3 mois, je me suis pas étirée. » Penses-tu que tu vas avoir la même souplesse? Non, c'est clair. Non. Oui, je comprends. Fait que c'est exactement le même principe. Tes exercices pelviens, tes étirements, moi, je l'ai vu le plus proche, justement, du moment où est-ce que tu vas en avoir de besoin, c'est-à-dire pendant ton accouchement. Ouais. Fait qu'à 35 semaines, l'autre aspect aussi, c'est que on dit 35, tu sais, c'est 34-35, tu sais, c'est malléable, OK, dans ces environs-là. Ce qu'on veut venir faire, c'est de les faire quotidiennement, OK? Parce que dans ça, on vient faire l'étirement des tissus pelviens, de la musculature. Ouais. Pareil comme si tu veux t'étirer le derrière de la jambe, tu sais, il faut que tu prennes ta position, tu vas jusqu'à ce temps que tu ressentes un étirement qui est inconfortable, et que tu restes là 20 à 30 secondes. OK? Donc, c'est un peu ça qu'on va venir faire. Donc, on va venir travailler les muscles qui sont au pourtour de l'entrée vaginale. OK. Fait que pour faire du name-dropping de muscles, c'est le plus beau vaginal, moi, que j'ai en tête, OK? Qu'on va venir étirer. Il y a aussi le plus beau rectal, OK. qui est fait tout que à côté. ça avec les doigts, là? Oui. Parce que... On peut le faire. Mettons, il y aurait quelqu'un qui a un conjoint qui est beaucoup sur la route, puis dit j'ai déjà eu des patients qui me disent mon conjoint, il est pilote. Il n'est pas là. Il n'est pas là à tous les jours. Là. Exactement. Ouais. Donc, à ce moment-là, on recommande de prendre, on appelle ça un dilatateur. Ah oui. OK? Donc, c'est ce qui va te permettre justement d'avoir une pogne en bon québécois, un bon maintien, dans le fond, au niveau d'une structure qui est rigide, qui peut être insérée au niveau vaginal. Parce que c'est vrai qu'à rendu à 35 semaines, tu as une bedaine qui est dans le chemin en compris. Plus. C'est exactement ça. Ouais. Fait que là, rentrer ton pouce, déjà à 35 semaines, là, tu vois plus ton pubis. Là. Ouais. OK? Fait que à ce moment-là, d'arriver puis d'être vraiment très bon, ça nous prend un dilatateur. Là. Dans le fond, c'est un outil qu'on va venir utiliser, dans le fond, qui va venir nous aider à faire les étirements vaginaux quand c'est nécessaire. Mais moi, je préfère quand c'est le conjoint qui vient faire les étirements. Ouais. Parce qu'à ce moment-là,
moi, au niveau clinique, ce que je trouve qui donne une plus-value, dans le fond, à l'étirement qui est fait par le conjoint, c'est que le conjoint va venir s'installer, puis lui, il va avoir toute l'espèce de mécanique de « OK, j'étire dans quel angle, combien de temps, OK, je suis rendu à combien de secondes, est-ce que c'est plus tendu à gauche, à droite? » Donc, il va être capable d'être un petit peu plus dans la tâche, tandis que la femme qui fait les étirements, bien, elle va être un petit peu plus dans la réception, dans l'accueil, parce que on est habitué de s'étirer des ischio-jambiers, mais on n'est pas habitué de s'étirer le périnée. Effectivement. Okay? Puis, dans le fond, ces étirements-là, c'est à la fois pour permettre un assouplissement des tissus qui sont non contractiles, fait que la peau, les muqueuses, etc., l'étirement des structures qui sont contractiles, donc nos muscles, les étirer, mais c'est aussi pour faire l'apprentissage de l'inconfort que cause un étirement pelvien. Et c'est ça qui est nouveau aussi dans un accouchement. L'espèce de sensation, parce que, puis tu sais, je te parle de ça, moi, j'ai 4 enfants, OK? J'ai eu 3 grossesses, puis dans le fond, ma dernière grossesse, c'était des jumeaux, OK? Puis l'espèce de feeling d'avoir le bébé qui passe au niveau vaginal, avant de l'avoir vécu, c'est difficile de se l'imaginer. Je comprends. Ben, je peux pas me l'imaginer, fait que parce que je l'ai pas vécu, effectivement. Puis, tu sais, dans mon parcours, j'ai eu un accouchement vaginal, dans le fond, qui était sans anesthésie, donc sans épidural, sans rien. C'était-tu le premier? C'était mon deuxième. OK. Puis, ça a été super, mais ne pas avoir eu l'espèce de feeling puis de connaissance de ce qui allait arriver et se produire avec déjà ma première expérience d'accouchement et en plus de ne pas avoir ressenti un petit peu l'espèce d'inconfort vaginal pendant les étirements, je te dirais que ça aurait probablement changé la donne lors de mon accouchement. Plus stressant ou... Oui, parce que, ben c'est un petit peu ça, hein. Je lisais, là, dans le fond, ce qui se fait... moi, j'aime bien Sonia Lupien, là. C'est une neuroscientifique qui fait de la vulgarisation, dans le fond, sur le stress. Puis, tu sais, elle disait que c'est un acronyme, là, c'est CINE, pour dire ce qui causait du stress, une réponse de stress chez les gens. Puis, tu sais, c'est manque de contrôle, l'imprévisibilité. Après ça, dans le fond, il y avait la nouveauté. Ben, c'est tout ce qui définit un accouchement, un premier accouchement, ben en tout cas. Puis l'autre aspect, l'ego menacé. Tout ça. Fait que, tu sais, l'ensemble de l'œuvre est là. Exact. Donc, la forme qu'on prend d'empowerment au niveau de la femme, lorsqu'on prépare avec des exercices d'étirement, ben on enlève l'effet de nouveauté parce qu'on a déjà ressenti un étirement au niveau pelvien. On sait ce que ça fait. Imprévisibilité, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle. Le moment que ça va se déclencher, de la manière que ça va se faire, est-ce qu'on va dilater rapidement ou autre, etc. Il y a plein de choses. Par contre, si on sait, c'est prévisible, le bébé va sortir. C'est ça. Puis l'étirement que ça va faire, c'est quand même assez prévisible. Donc, à ce moment-là, si on vient jouer sur cet aspect-là, les filles s'enlèvent un stress. Puis l'autre aspect aussi, c'est de discuter puis de dire, regarde, 90% des femmes vont avoir une lésion lors de leur premier accouchement. Bien, une question d'ego, c'est pas parce qu'on a déchiré qu'on a manqué ou qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait d'adéquat. Donc, c'est un peu ça. Puis ce qu'on sait, c'est que les étirements, là, principalement, ça vient réduire le risque, mais ça vient surtout réduire le risque d'avoir des déchirures importantes. Puis je pense que c'est ça qui est important. Fait qu'on joue sur, au lieu d'avoir un grade 4, un grade 3, que ça vient jouer au pourtour anal, on se retrouve avec des lésions, dans le fond, qui sont plus périvaginales, qui vont être présentes, mais qui ne viendront pas avoir un gros impact sur la fonction future de la femme. Donc, on vient jouer sur tous ces aspects-là. Puis moi, je rajoute une coche de plus. Quand on vient faire ces étirements-là, moi, je demande aux femmes, c'est quoi ta technique que tu vas utiliser pour gérer tes douleurs? Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu vas écouter de la musique? Tu vas faire des points de pression? Est-ce que tu vas écouter, dans le fond, pour faire de l'auto-hypnose, un petit... tu penses faire quoi? OK? Et dans le contexte où est-ce qu'on vient étirer, où est-ce que c'est inconfortable? Moi, je dis, on cherche une zone jaune, OK? La zone verte, c'est « je sens rien ». La zone rouge, c'est « ça fait trop mal ». On sent qu'on n'est pas capable de se laisser aller. Fait qu'il faut être dans une zone jaune.
Fait que dans cette zone-là, après ça, de venir essayer toutes tes techniques, justement, soit de respiration, point de pression, peu importe le choix, bien, venir essayer puis de se dire « Oh, hey, ça marche pas » ou « Oh, hey, ça fonctionne. » Bien, ça aussi, c'est de l'empowerment. C'est d'être capable de se dire « Ah, bien, je me présente à mon accouchement, puis même si j'ai aucune idée de ce qui va se passer, je sais au moins que ce que j'ai mis en place puis les techniques que je veux utiliser, bien, que ça fonctionne. Fait que ça vient juste enlever une couche de stress. C'est ça, parce qu'il y en a beaucoup de couches de stress. Fait que si on peut en enlever une, c'est déjà bon. Exactement. Ouais. C'est intéressant ça, parce que, crime, j'aurais jamais pensé que une physiothérapeute pourrait autant accompagner vers la naissance, autant sur de tellement multiples facettes, là. Ah non, tout à fait. Je trouve ça vraiment le fun d'apprendre ça. Bien, puis je pense que ça fait partie d'un des aspects que je préfère le plus dans mon travail, tu sais, d'accompagner les gens au travers d'un processus. Puis moi, ce que j'adore, c'est quand ils reviennent puis qu'ils me disent « Ah, tu sais, Stéphanie, j'ai eu mon bébé, regarde! » Puis là, je suis là « Ah, c'est ça qui se cachait dans ta bédaine! » Tu sais, fait que c'est un beau processus, là. Puis les femmes sont satisfaites du suivi qu'on fait. Est-ce que les partenaires, ils viennent au rendez-vous, tu sais, justement pour les exercices, là? Oui. C'est comme, oui. C'est idéal, là. Ça serait idéal, en tout cas. Bien, c'est ça l'idéal. Tu sais, c'est sûr, il y a certaines circonstances où est-ce que s'ils sont pas là ou que c'est pas possible. Mais la plupart du temps, moi, c'est ce que je demande. Tu sais, je dis, hey, ils viennent à chacun des rendez-vous ou à certains rendez-vous spécifiques? Ça dépend. Moi, j'aime bien la première rencontre, quand la femme vient seule. La règle générale, c'est une première approche, on discute, on parle de plein de sujets différents, puis tu sais, c'est beaucoup de questionnaires les premières fois. Fait que souvent, ça, les gars, ils trouvent moins leur compte. Oui, ils savent pas grand-chose. Puis après ça, quand on fait l'évaluation, ben moi, je m'occupe de la personne que j'évalue. Fait que c'est pas que je l'aime pas, le conjoint, c'est juste qu'il m'est moins utile. Mais dans le fond, par la suite, les rencontres subséquentes, il y en a des conjoints qui s'impliquent quand même assez tôt. Puis on fait pas 40 millions de rencontres non plus. La plupart du temps, on en fait 3, là. Tu sais, une pour une première évaluation, un suivi lorsque la bédaine commence à sortir davantage, puis une autre rencontre quand on est rendu à 34-35 semaines, justement, quand c'est le moment de faire l'apprentissage des étirements. Fait que moi, c'est souvent là que j'exige. Je veux et j'exige que le conjoint soit présent ou la conjointe à ce moment-là pour qu'on puisse justement faire les étirements correctement. Puis souvent, la première crainte des gens, c'est « Oh mon Dieu, mais ça va être gênant. » Mais non, tu sais, finalement, ça se passe tellement bien, puis on est tellement dans la tâche, puis on n'est pas dans un contexte non plus où est-ce que il y a le moindre doute, là, tu sais, comme quoi qu'on approche de quelque chose qui pourrait être sexuel ou quoi que ce soit. C'est tellement une approche qui se veut globale que moi, je dis souvent aux gars, tu vas voir aujourd'hui, là, je vais te montrer comment faire les étirements, un peu comme si je te montrais à faire des étirements sur un coude, sauf que c'est pas un coude. Oui, c'est ça. C'est juste une autre partie du corps, mais reste avec moi. Moi, je vais te l'expliquer comme si c'était n'importe quelle autre partie du corps. Fait que après ça, une fois à la maison... Ça devient très anatomique, dans le fond. Là. Ben, c'est pas... Oui, puis on a nos modèles, on est capable de dire « Oh, regarde, est-ce que tu sens, là, tu palpes tel muscle, est-ce que tu le sens? » « Ah non, tu le sens pas. » Bien, ce serait le fun que tu le sentes, parce que si tu le sens pas bien, bien, tu vas pas bien l'étirer. Fait que là, ça met le focus sur la tâche qui est à exécuter. Ouais, c'est ça. Puis, je pense que les papas aussi, ça leur donne un sentiment d'empowerment parce que, tu sais, tout au long de la grossesse, tu sais, eux, ils vivent ça un peu de l'extérieur, ils regardent ça aller, puis ils se disent, bon, bien, elle va à ses rendez-vous de suivi de grossesse, ça fait ses choses, ils sont dans la préparation, tu sais, des fois un petit peu plus construction, etc., tu sais, au niveau de la chambre, au niveau des accessoires, mais de pouvoir s'impliquer, puis déjà de savoir c'est quoi leur place, c'est quoi leur rôle, justement, dans le bien-être de leur femme, de leur blonde, de leur bébé, bien, à ce moment-là, je pense qu'ils aiment ça. Ben oui, c'est clair, ils peuvent se rendre utiles, tu sais. Tout à fait. Ouais. Pendant l'accouchement, il y a souvent des... C'est quoi la différence? Est-ce que, je sais pas si tu le sais, là, il y a des médecins qui laissent déchirer, il y a des médecins qui coupent. Oui. Qu'est-ce qui est le... Est-ce qu'il y a une des deux techniques qui est le mieux, qui est meilleure que l'autre, ou... Oui, je suis capable de répondre à cette question-là. Oui, tout à fait. Dans le fond, ce que tu parles, là, la coupure, on appelle ça une épisiotomie. OK? Fait que dans le fond, ça, c'est un procédé par lequel on va venir prendre un petit ciseau, on va faire une petite incision. Aujourd'hui, on n'a aucune donnée, OK,
qui supportent l'utilisation de cette coupure-là préventive. Ah oui. OK? Outre que dans le cas où est-ce qu'on a une urgence obstétricale. Que le bébé sort pas, genre? Détresse au niveau du bébé. Puis souvent, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que c'est corrélé avec l'utilisation de ventouses, de forceps, d'instruments qui vont permettre de sortir bébé plus rapidement. Okay. Puis à ce moment-là, c'est vraiment qu'il y a une détresse au niveau du bébé, là, parce que sinon, tu Ou laisses de les la choses maman. aller. Ouais. Exactement. Tu laisses les choses aller, sinon, là, Exactement. Ça va juste être plus long, mais... Tu sais, je regardais différentes études, là, il y avait 33% d'épisiotomies qui étaient faites, là, de base, là, ah oui. OK? Il y a même s'il n'y avait pas rien, aucun problème, couple, tout ça, il y avait 33% dans le fond des accouchements qui avaient des épisiotomies. Encore aujourd'hui? Là, ça, c'est des données qui dataient de 2009. Okay. Puis rendu en 2012, on était rendu à seulement 11%. Ah! Fait que c'est quelque chose c'est quelque chose qui vient à diminuer beaucoup. Ouais. Puis là, présentement, là, les sociétés, tu sais, il y a la SOGC, qui est la Société des obstétriciens gynécologues du Canada. Dans le fond, eux, ils ne recommandent pas d'emblée l'utilisation de l'épisiotomie. Pourquoi? Bien, je pense qu'il y a différents aspects. À chaque fois qu'on instrumentalise, à chaque fois qu'on intervient, ça peut avoir des impacts, OK? Tandis que la réalité, c'est que l'évaluation qui se fait à ce moment-là, puis tu sais, dis-toi qu'ils ont une grosse tâche, eux autres, là, OK? La santé de la mère, la santé de bébé, ils regardent ça venir. Là, eux autres, ils disent, OK, c'est quoi? On se laisse combien de temps? Quand est-ce qu'on vient agir, etc.? Ouais. Fait que des fois, c'est des décisions qui vont se prendre sur le feu de l'action également, OK, pour eux. Fait qu'ils n'ont pas le temps de s'asseoir puis de faire un comité. Oui, donc cette femme, avons-nous besoin de procéder ou pas? Donc, souvent, ce qui va se faire, c'est que ça va se prendre la décision quand on va se poser la question, OK, est-ce qu'on va utiliser un instrument? Après ça, de venir le faire de façon préventive, c'est de moins en moins recommandé, tout simplement parce que, justement, plus qu'on est interventionniste, plus que ça a tendance à débouler vers d'autres interventions par la suite. Fait qu'il y a ça. Puis, il y a aussi le fait que, tu sais, si on regarde un petit peu comment que les tissus sont faits, quand tu prends un ciseau puis tu coupes au travers de 3 couches de tissu directement, exactement au même endroit, bien à ce moment-là, la réparation, la faiblesse dans le tissu va être tout au même endroit. Ah ouais. Tandis que... Ça guérit un peu moins bien, dans le fond. C'est pas que ça guérit moins bien, c'est que... moi, ce que je vois en clinique, là, c'est quand on vient palper, là, on sent vraiment un gros cordon. Oui, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, on a juste un petit peu plus de travail pour venir mobiliser les tissus à ce moment-là. Parce que c'est raide, là. Bien, c'est un petit peu plus raide. Ouais. Tandis que certaines déchirures, puis ça aussi, on ne sait pas jusqu'où ça va déchirer. Fait que quand on prend le ciseau, on peut couper jusqu'où on veut, tandis que la déchirure réelle, peut-être qu'elle aurait été moindre que le coup de ciseau qui a été donné. Ouais. Donc, à ce moment-là, on ne sait pas. Parce que une fois que le coup de ciseau est donné puis que l'épisiotomie est faite, on ne peut pas revenir en arrière. C'est ça. Fait que c'est un petit peu ça. Oui. J'ai souvent entendu parler, j'imagine, et j'espère que ça n'existe plus, mais j'ai souvent entendu parler du point du mari. Ah, oui. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que tu as déjà vu des femmes qui ont... Non. Ça n'existe plus, ça. Moi, je vois pas ça, le point du mari, puis je pense que c'est une bonne chose en tant que telle. Tu sais, refermer une entrée vaginale pour refermer davantage pour que ce soit plus plaisant pour monsieur, tu sais, il n'y a pas d'avantage à personne là-dedans. C'est ça. Par contre, ce qui arrive des fois, c'est qu'on va avoir des points qui vont céder, OK? Ou dans certains types d'accouchements, après ma barre, ils vont pas nécessairement aller refaire les points au niveau de l'entrée vaginale en se disant « Oh, c'est une toute petite déchirure, on n'ira pas faire un point là. OK. OK? Des fois, on veut éviter de faire des interventions. OK. OK? Puis là, moi, ce que je vois, fonctionnellement, ça change pas grand-chose. Ouais. Par contre, ça laisse une petite ouverture vaginale un petit peu plus grande. OK. Et les adeptes de yoga, lorsqu'ils se retrouvent la tête en bas, dans le fond, dans des positions du chien tête baissée, etc., bien, avec des contractions abdominales, etc., des fois, il y a de l'air qui va rentrer au niveau vaginal. Fait que l'ouverture, dans le fond, qui est laissée comme ça, bien, ça peut avoir cet effet-là, tu sais, de l'eau, soit quand on fait de la natation, du spa, etc., qui va avoir tendance à rentrer plus facilement, ou sinon, quand on vient faire
Puis je parle de yoga parce que il n'y a pas beaucoup d'autres sports où est-ce qu'on se ramasse la tête en bas, les pattes dans les airs, etc. Ouais. Donc, c'est un peu ça. À ce moment-là, l'air peut entrer. Fait que dans certaines circonstances, les femmes ne savent juste pas. Ils vont retourner à la maison, ils ont des points. Ils vont faire quelque chose, ils vont soulever de quoi, ils vont faire « Oh! » Puis là, ils sentent le point qui lâche. Puis là, à ce moment-là, ils vont dire « Bah, bon, c'était que tel, tu sais, ou on n'interviendra pas. » OK? Mais à ce moment-là, moi, je dis ça vaut toujours la peine d'aller consulter parce que si jamais on peut venir intervenir pour justement venir rapprocher les tissus au bon moment, bien, à ce moment-là, ça favorise la récupération. Parce que qu'est-ce que ça peut amener comme conséquence d'avoir de l'air ou de l'eau qui rentre plus facilement dans le vagin? C'est juste plus fatigant. Oui. C'est vraiment ça. C'est inconfortable, dans le fond. C'est inconfortable, c'est plate. Puis dans le fond, tu sais, ça fait un bruit quand ça ressort cet air-là. Oui. Fait que c'est un petit peu ça. OK? Ouais. Fait que c'est pas... Je m'en dire, c'est pas une grosse perte de fonction entre toi et moi. Mais si on peut se l'éviter. Est-ce que ça peut être des situations gênantes? Peut-être. Ça se peut. Ouais. Fait que c'est un petit peu ça. Ouais. Mais ça, je te dirais, c'est minime, mais c'est un petit peu l'espèce de contrepartie à ce que tu me disais du point de monsieur. On dirait qu'on n'a tellement pas voulu faire des points qui étaient de trop. Ou, tu sais, qui referment davantage, justement, pour s'éloigner le plus possible de cette pratique-là, que d'un autre côté, pendant une petite période de temps, je pense qu'on s'est éloigné un peu, puis qu'on se dit « Ah non, on ne refermera pas ça », mais je pense que de refermer ce qui a besoin d'être refermé, sans exagérer, c'est là qu'on devrait être. Oui, c'est ça. Pour que ça soit le plus possible comme c'était avant, dans le fond. Exactement. Oui. J'ai entendu plusieurs personne me dire, ben pas nécessairement moi personnellement, mais en tout cas, du moins une amie qui vivait des chocs électriques dans le vagin pendant la grossesse. Oui. Qu'est-ce qui explique ça? Dans le fond, là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans ton bassin, là, OK, il y a la structure osseuse, OK? Ensuite, tu as tes muscles qui s'attachent de l'avant vers l'arrière principalement, mais il y en a de côté à côté. Et c'est parce que ces muscles-là et ces structures-là sont vascularisés et innervés. Mm-hmm. OK? Fait que tu as des nerfs qui passent dans cette région-là. Et après ça, c'est comme si tu avais un bol à fruits. Puis après ça, tu as tous tes organes qui sont les fruits qui seraient dans ton bol. Ouais. Et là, tu as ton utérus, dans le fond, qui prend de l'espace, qui prend du volume. Tellement de volume qui te sort du ventre en avant. Ouais. Et ça vient occasionner un poids. OK? Fait que cette pression-là qui est ressentie, pour certaines, ça se traduit par des chocs électriques. C'est quoi? C'est parce qu'il y a de la pression sur les nerfs? Oui. Les nerfs, là, ce qu'ils n'aiment pas, deux choses qu'ils n'aiment pas. Se faire étirer puis se faire compresser. OK? Puis un nerf, quand c'est fâché, ça donne des chocs, ça brûle. OK? Fait que typiquement, ça peut être des sensations qui peuvent survenir. Fait que moi, comme physiothérapeute, tu me parles de ça, tout de suite, je me dis « Ah, hey, cette femme-là, il ne faut vraiment pas qu'elle ait de tension. » Fait qu'en plus, elle reçoit la pression de l'utérus du haut, puis si en plus, le tissu en lui-même il est super tendu, super serré, le nerf, il n'a vraiment pas un bel environnement là, pour vivre. Là. Ouais. Fait que ce qu'on veut, c'est aller normaliser le plus possible les tensions qu'ils vont avoir là, puis faire en sorte justement de normaliser un peu. Puis après ça, moi, j'évaluerai avec cette femme-là. Ouais. Ah, ça a l'air de quoi au niveau de ses abdominaux? Qu'est-ce qu'elle fait dans sa journée? Est-ce qu'elle soulève des choses? C'est quoi sa posture? Puis il faut garder en tête aussi que, tu sais, au niveau musculo-squelettique, tu sais, le fait que notre ventre... Oui, ça change extrêmement la posture, là, d'avoir Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis, dans le fond, ça vient changer la dynamique au niveau des hanches, des fois, au niveau lombaire. Fait que c'est pas rare que les femmes développent des petites douleurs, là, dans ces régions-là. Fait que des fois, justement, de faire un petit screening, là, de faire « Oh, OK, on va juste aller voir qu'est-ce qui se passe dans ton dos, qu'est-ce qui se passe dans tes hanches. » Tu sais, des fois, les femmes vont avoir des douleurs à la symphyse pubienne. Tu sais, l'endroit où est-ce que tu as la jonction de tes deux os, là, du bassin à l'avant, là, des fois, ça devient super sensible, ça devient très douloureux. Fait que ça aussi, c'est des choses qu'on va adresser puis qu'on va traiter. Puis souvent, quand on fait l'évaluation, quand même assez tôt en grossesse, on est comme déjà dans le dossier quand les douleurs commencent à apparaître. Okay. Puis c'est un peu ça. Moi, je le vois venir. Je suis comme, ah oui, t'as tel antécédent, t'as déjà eu mal à telle place. Fait que on peut essayer de prévenir puis de traiter. T'as tout compris. Okay. Puis après ça devient un petit peu plus individualisé que global. Ouais, ah oui, c'est vrai, toi, t'as eu une hernie discale en telle année ou t'as fait une entorse lombaire et on va te surveiller autour. Mais que ça commence à tirer, là, viens me revoir, on va gérer ça. Fait qu'à ce moment-là, ça aussi, ça vient aider à améliorer justement... Tu sais, tu as une qualité de vie pendant ta grossesse. Ouais. C'est important de la garder. Oui, quand même. Au niveau de l'accouchement, est-ce qu'il y a une différence entre... Parce que
l'accouchement, maintenant, souvent, c'est sur le dos, les pattes dans les étriers, c'est souvent comme ça. Est-ce que c'est la meilleure position pour accoucher? Ça, c'est une excellente question, OK? Puis là, j'ai comme 2 réponses pour toi. Oui. OK? Là, la première réponse qui est par rapport aux données scientifiques. Ouais. OK? On fait des études, on regarde les femmes qui accouchent dans différentes positions. Là, présentement, on manque d'études. OK. 1, il n'y en a pas assez. 2, les qualités sont assez douteuses pour certaines d'entre elles, OK. ou on n'a pas beaucoup de participants. Donc, ça ne donne pas beaucoup de puissance à ces études-là. Donc là, à ce jour, avec les données que j'ai validées là, avant de me présenter ici aujourd'hui, il n'y a pas de position qui serait vraiment meilleure que d'autres. Okay. J'ai vu une étude qui était peut-être intéressante par rapport à une position qui était plus accroupie, qui disait que, dans le fond, ça pouvait limiter les hémorragies chez certaines femmes, mais que, par contre, la même étude disait que ça pouvait donner des lésions plus importantes au niveau périnéal. Ah, ben oui. Donc, là, je me disais, bon, mais ça veut dire que si... Tu sais, puis je peux extrapoler un petit peu de ce côté-là en disant que, ben, je pense que chaque position a peut-être ses avantages et ses inconvénients. Possible, oui. Exactement. Ouais. Donc, le fait d'être couché sur le dos, ce que j'ai en tête, moi, c'est le fait que le bassin puisse moins bouger. OK? Mm-hmm. Donc, si je suis complètement à plat, puis que, dans le fond, l'os plat qui s'appelle le sacrum, dans le fond, qui est la fin de ta colonne vertébrale, est complètement appuyé, puis que tes 2 os qui forment ton bassin sont comme, pouf, vraiment fixe de chaque côté, ça donne peu de malléabilité là, si on veut avoir un positionnement de bébé. Après ça, si on vient substituer puis qu'on vient juste mettre la même position puis qu'on vient rajouter des petits coussins ou souvent, ils vont utiliser des poches de soluté puis ils vont venir mettre ça de chaque côté, bien là, à ce moment-là, ça permet à ton sacrum de bouger. Puis là, on a peut-être un petit peu moins de désavantages à cette position-là. Fait que c'est pas de démoniser une position en particulier, parce que moi, ce que je fais en clinique avec mes patientes, c'est qu'on utilise une petite sonde, OK, qu'on place au niveau vaginal, puis que je viens brancher sur un écran, OK? Puis ça me permet de voir l'activité du plancher pelvien, OK? Puis ce qu'on fait, c'est qu'on essaye différentes positions, puis d'une personne à l'autre, j'ai pas le même résultat. Donc, j'ai certaines femmes que, couchées sur le côté, on va pratiquer la poussée d'accouchement, puis, mon Dieu, le périnée va se relâcher parfaitement. Ouais. Les filles disent « Ah, mon Dieu, je me sens puissante, je vais regarder. » Tu sais, la poussée d'accouchement est super bien faite, j'ai un bon mouvement au niveau du périnée vers l'externe, tout est parfait. Puis la fille dit « Mon Dieu, je me sens tellement bien dans cette position-là. » Bien, génial. Après ça, je pourrais avoir, tu sais, dans une matinée, je pourrais avoir 3 autres patientes, puis il y en a une, je la mettrais sur le côté, puis elle me dirait « Stéphanie, sérieusement, ça marche pas en tout. Je sais pas quoi faire avec ma jambe, on dirait que j'arrive pas à respirer, je me sens pas bien. » Puis là, on parle de la même position, là, tu sais, mettons, couché sur le côté. Puis on va faire le tour, puis pour certaines, ils vont me dire « Ah, mais, tu sais, ça serait pas supposé être couché sur le dos, les pieds un peu relevés. » Dans les livres, ils disent « C'est pas elle la meilleure. » Mais tu sais, en clinique, quand je le fais avec elle, ben c'est leur meilleure position pour elle. Caroline, c'est intéressant, ça. Donc, à ce moment-là, le fait de venir tester, puis de faire l'essai, puis pas juste de se fier à ce qui est papier, mais tu sais, vraiment de l'expérimenter, les femmes vont dire « Ah, je me sens puissante, je me sens efficace. » Puis ça, c'est ça, mon Dieu, OK, ça va ressembler à ça. Puis à ce moment-là, est-ce que c'est possible d'amener cette position-là? Ben oui. C'est toi qui vas décider la position que tu vas prendre à l'hôpital ou... C'est important. Là, je vais te parler un petit peu de ce qu'il y a dans le milieu puis de mes expériences personnelles. Okay. Moi, puis présentement, je pense qu'on essaye le plus possible dans tous les centres hospitaliers et les maisons de naissance au Québec d'y aller avec les plans de naissance puis de suivre, dans le fond, les besoins puis les volontés des patientes. Bon, puis pour certains cas où est-ce qu'il y a des urgences médicales, là, à ce moment-là, c'est clair. Quand la vie de maman ou de bébé est en danger, là, c'est sûr que même si tu aurais voulu être à 4 pattes, ben si c'est pas possible, ben c'est pas possible là, à ce moment-là. D'expérience personnelle, moi, je pourrais te dire, j'ai vécu mes 3 accouchements. Ma première, j'étais couchée sur le côté. Mon deuxième, j'étais à 4 pattes. Puis mes jumeaux, j'étais couchée sur le dos. Ah ouais. Puis, expérience personnelle encore, moi, j'ai jamais eu de déchirure au niveau de mon périnée. Je n'ai pas fait cette expérience-là au courant de ma vie. Peut-être un petit peu trop au courant de quoi faire également. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Hein? On peut être cordonnier mal chaussé, mais moi, de ce côté-là, non. Ouais. Donc, j'ai fait mes étirements, j'ai fait ce qu'il fallait. Et puis,
peut-être un petit côté de génétique qui est venu me donner un petit coup de pouce là-dessus. Mais de ce côté-là, les positionnements, pour moi, ça a plus ou moins changé quelque chose. Fait que c'est juste t'as juste adopté la position dans laquelle tu étais à l'aise au moment. C'est exactement ça. Selon ta Puis, expérience personnelle, mes jumeaux, c'est tu sais, j'en avais un qui était positionné, dans le fond, prêt à sortir. Mon bébé A, qui est celui qui est le plus proche de la sortie, lui, il était bien positionné tête en bas, puis j'avais mon autre qui était transverse. Fait que là, ils m'ont dit, tu sais, Stéphanie, le deuxième, on ne sait pas s'il va falloir aller te faire la grande extraction. Grande extraction, ce que ça veut dire, c'est qu'ils rentrent la main, ils vont chercher le bébé et ils te le sortent, OK? Donc, à ce moment-là, ils ont dit, regarde, fais ce que tu veux, mais quand tu pousses, t'es couché sur le dos. Parce que moi, j'ai peut-être une intervention à venir faire. OK, oui, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, ça a fait, ben moi, je suis mon équipe, là. Tu sais, c'est pour ma sécurité, celle de bébé. Puis ça s'est super bien passé. Tu sais, le coaching que j'ai eu, il était excellent. Ça, je dois avouer que ça, c'est une expérience de vie qui est assez particulière de pousser un bébé. Et ensuite, normalement, c'est comme fini. Mais non, c'était pas fini. Et tu sais, d'aller en repousser un deuxième, je te dirais, c'est assez spécial. Puis le placenta aussi, il faut le pousser aussi après? Oui, c'est exactement ça. C'est plus petit quand même, j'imagine. C'est plus petit, puis je te dirais, en tout cas, je parle de mon expérience personnelle, là, t'es rendu tellement dans les vapes que, tu sais, ça se passe. Puis là, en plus, t'as ton bébé avec toi. C'est exactement ça. Tu t'en rends compte, tu t'en rends compte. C'est ça. C'est comme dans l'espèce de brouhaha, puis là, tes hormones sont... Mais je me souviens que, justement, on a cet effort-là à faire par la suite. Ils disent de pousser, puis souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont soit venir tirer un petit peu sur le cordon, ils vont venir aider un petit peu. Puis, mais ça aussi, c'est impressionnant. Mais ça, moins pire que de passer bébé, parce que le placenta, lui, quand il sort, il réétire pas l'ensemble des structures. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a une différence au niveau des risques de complications entre un accouchement vaginal ou par césarienne? Bien, je te dirais, ça dépend le risque relatif par rapport à quoi. Oui, on parle de quelles complications maintenant? Oui, c'est exactement ça. On reste que la césarienne, c'est une chirurgie, là. Oui. OK? Donc, on a une anesthésie. Après ça, on s'en va en salle de repos. Puis après ça, il y a une plaie, dans le fond, qui est gérée comme si c'était une plaie d'une chirurgie, là. OK? Parce que là, c'est une suture, une coupure au niveau de la peau, puis qui se rend jusqu'à l'intérieur de l'organe. Ça traverse des muscles, puis tout, là. C'est exactement ça. Dans le fond, les seuls moments où est-ce qu'on va vers une césarienne, c'est lorsque c'est nécessaire. Fait que d'emblée, de demander une césarienne parce que, justement, on a peur des risques, justement, qui sont relatifs à notre plancher pelvien, c'est pas un motif qui est suffisant pour avoir une césarienne. Parce que tu as d'autres risques qui embarquent. Exactement. Puis l'autre aspect, c'est que, moi, je vois ça souvent, les femmes, il nous arrive après 2 grossesses, exemple. Une première grossesse qui s'est terminée en césarienne d'urgence pour X, Y raison. Puis une deuxième grossesse que le bébé est en siège. Puis le médecin ne suggérait pas la VAC, qui est l'essai d'un accouchement vaginal après une césarienne. Dans le fond, il ne le suggérait pas. Donc, il s'en allait de façon directe là, vers la césarienne. Mais ces femmes-là, après ça, ils retournent dans nos bureaux. Puis ils sont comme, « Ah, mais moi, j'ai pas accouché vaginalement. » Puis j'ai des pertes d'urine, tu sais, comme si c'était comme s'il n'y avait aucun risque qui était présent. Mais t'as quand même porté un bébé, là. C'est exactement ça. L'affaire là-dedans, c'est que c'est pas juste l'accouchement, c'est la grossesse qui cause justement les problématiques au niveau pelvien à cause justement de l'augmentation de la pesanteur puis des changements, de la déformation que ça va venir faire au niveau des structures. Fait que, tu sais, dans les études, ce qu'on voit, c'est que dans les premières 2 ans postpartum, c'est sûr que les femmes qui ont eu des accouchements vaginaux vont avoir davantage de problématiques urinaires que celles avec des césariennes. Par contre, quand on regarde les femmes, 12 ans après, ils ont exactement les mêmes risques. OK? Fait qu'il y a l'effet protecteur de la césarienne sur le cou s'évapore avec le temps et on se ramasse avec les mêmes risques que les femmes qui ont accouché de façon vaginale. Donc, c'est comme une fausse croyance de se dire « Ah, ben j'ai une césarienne, fait que moi, j'aurais jamais de problème. » Puis souvent, les femmes vont escamoter justement leur éducation pelvienne en se disant « Ah, moi, j'en ai pas de besoin. Mon périnée, il est intact. J'ai eu une césarienne. » Des fois, puis après, ça peut se développer. C'est exactement ça. Fait que des fois, on se retrouve avec des petites surprises. Moi, je préfère de loin faire une évaluation avec une femme puis dire « Non, après évaluation, après avoir tout regardé avec toi, là, je peux certifier. Présentement, je détecte aucune problématique. Fait que là,
va vivre ta vie. Ouais. Plutôt que d'arriver... Puis malheureusement, dans l'historique d'une femme, les moments clés, justement, pour détecter des problématiques pelviennes, bien, ça va être au début, quand on va commencer à avoir des rapports sexuels. Après ça, ça va être alentour, justement, des grossesses, puis des accouchements. Puis ensuite, ça va être à la ménopause. Ouais. OK? Fait que typiquement, c'est là où on a beaucoup de changements, puis qu'on va avoir cette détection-là là, de problématiques qui va être présente. Fait que les femmes, si je les vois pas dans le postpartum, la plupart du temps, celles qu'on a échappées, ben on va les revoir, mais au niveau de la ménopause. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs types de poussées pour l'accouchement. Oui. Moi, je savais pas ça. Ah oui? Là, fait que là, je veux tout savoir. Dans le fond, bon, il y a deux aspects. Il y a comment tu pousses, puis à quel moment tu pousses. Ouais. OK? Fait que je vais départir ça avec ces deux moments-là. Dans le fond, il y a la poussée, dans le fond, qu'on dit direct. Dans le fond, avec une directive. OK? Où est-ce qu'on va venir bloquer notre respiration, qu'on va venir pousser. OK? Puis, il y a un type de poussée qui va être un petit peu plus une poussée plus physiologique qu'on appelle, où est-ce qu'on va contracter nos muscles abdominaux, on va utiliser soit un point serré, soit un filet de lèvres qu'on va laisser passer un peu d'air, justement pour diminuer la pression intra-abdominale, mais pousser quand même. OK. Là-dedans, peu importe si notre médecin nous dit bloc-pouce ou si on souffle dans notre poing et qu'on va, dans le fond, pousser, c'est pas plus doucement, mais c'est moins intense. Ouais. C'est comme plus progressif. OK. Dans les études, là, il n'y a aucune différence. Ah oui? OK? La seule chose que moi, je dirais, puis pour l'avoir vécu moi-même, il faut que tu pousses beaucoup pour accoucher un bébé. Ouais. OK? Puis pour que ça sorte. Donc, je te dirais, il y a comme la physiothérapeute Stéphanie avant bébé et il y a Stéphanie après bébé. Ouais. Et je te dirais, moi, après avoir vécu l'accouchement moi-même, de me dire après ça que juste, genre, souffler un peu, que ce serait suffisant pour sortir un premier bébé, j'émets des doutes, j'émets des réserves. Ouais. OK? Fait que je pense que dans les dernières années, on a voulu être très protectrice envers le plancher pelvien, puis de se dire que quand on pousse fort de façon intense, ben qu'à ce moment-là, on a davantage de risques, soit de déchirure, soit de descente d'organes. Mais dans le fond, quand on regarde ça à plus large portée, dans le fond, c'est plus par rapport au temps de pousser. Puis je t'explique. Ouais. Si on pousse en deçà de 30 minutes, fait que si, mettons, tu pousses bébé en 15 minutes, OK? C'est aussi dommageable que si tu pousses plus que 2 heures. Ah oui? OK? Fait qu'on veut être quelque part entre 30 minutes puis 2 heures. OK. OK? Pourquoi? Parce que, ben si je pousse de façon très intense, puis que bébé, il descend, puis que j'arrive au bout, puis là, et ça force l'entrée. Ça fait un peu bébé champagne, bouchon de champagne. Tu sais, on n'a pas le temps d'avoir une adaptation au niveau du plancher pelvien. Parce que quand je pousse, puis c'est efficace, mais que ça prend un petit peu plus qu'une demi-heure, bien, j'étire, hop, le bébé recule un petit peu. Hop, après ça, la poussée suivante, je réétire encore plus et le bébé recule un peu. Puis jusqu'à temps qu'on ait la couronne, dans le fond, que l'ensemble de la tête, dans le fond, vienne et que là, la poussée suivante mène à la sortie du bébé à l'extérieur. Oui. Donc, c'est vraiment la tête le plus gros à passer. Ben là. oui, Ouais. exactement. Parce qu'après ça, les épaules, ça peut se contorsionner. C'est exactement ça. Okay. Fait que, de ce côté-là, si je bloque ma respiration, puis je pousse et que ça me prend moins de 30 minutes, je pourrais avoir des lésions pelviennes. Ouais. OK? Autant que si je pousse doucement très longtemps pendant 4 heures, ouais, là, je me retrouve aussi avec des lésions pelviennes. Fait que vois-tu, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Ouais. On est quelque part dans le gris, dans le milieu. Fait que ça prend une poussée qui est efficace, mais qui est pas trop longue dans le temps. Fait qu'on veut être in between. Je sais pas si tu me suis. Oui. Ouais. Fait que ça, c'est une première partie. La deuxième, après ça, c'est par rapport, dans le jargon, ils appellent ça le late pushing. Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire que, mettons, je me présente à l'hôpital, etc., je demande l'épidurale, et puis là, je suis dilatée, OK? Des fois, à ce moment-là, ils vont dire, elle est dilatée à 10, mais on la fera pas pousser tout de suite. OK. On va la faire pousser
tantôt. On va prendre le temps de s'installer, l'équipe médicale, etc., ou on va attendre avant d'être vraiment en poussée active. OK. Et puis, ça, dans le fond, l'idée derrière ça, c'est que l'utérus, lui, il contracte, il fait pousser bébé. Donc, ça ferait comme un petit peu l'effet de petit étirement, puis ce serait plus doux pour le périnée. OK. Par contre, en ce moment, on n'a pas d'études de qualité, on n'a pas d'études suffisantes pour dire qu'il y a vraiment une différence entre les deux. OK? La seule chose qu'on sait, puis ça, on a des études, c'est ce qui va venir aider par rapport à la sortie de bébé, là, pendant l'accouchement, ça va être de ralentir la sortie de la tête de bébé. OK. OK? Donc, ça, c'est le professionnel de la santé, dans le fond, qui est présent, puis qui fait l'accouchement, qui va venir comme placer sa tête pour éviter que la tête fasse comme... OK? Ah, ouais. Donc, pour venir la ralentir un petit peu. Il y a aussi le fait d'utiliser de la chaleur, fait que de mettre de la chaleur au niveau du périnée, même pendant la poussée, puis de venir faire des massages. Avec quoi on met de la chaleur? Soit un petit pad chaud, avec souvent, on va prendre juste une débarbouillette d'eau chaude. OK? Fait que dans le fond, ça va... puis qu'on vient... Bien sûr, on ne brûle pas la personne là, au niveau du périnée. Là. On n'utilisera pas de couverture chauffante, mais juste dans le fond, qu'on passe dans l'eau qui est très chaude, on va retirer l'excès d'eau, puis on va juste placer la débarbouillette. Bien, ça peut venir aider. Exactement. Okay. Ça, dans le fond, le fait de retenir, utiliser de la chaleur, ça, on a des données qui disent que ça aiderait. Ouais. Mais le type de poussée en tant que tel, puis d'être précis là-dessus, ça, malheureusement, on ne peut pas se positionner par rapport à la littérature qu'on a disponible actuellement, là. Ça me donne tellement l'impression, souvent, au niveau des études, c'est que quand c'est une étude qui concerne les femmes, souvent, il n'y en a pas assez. Je suis tellement d'accord avec toi. À chaque fois, je suis comme... je suis frustrée. Je te comprends tellement. Ouais. je me dis toujours, ah oui, une étude de moins pour les femmes qui a été mise sur une problématique typiquement masculine telle que les problématiques érectiles qui ont été étudiées et réétudiées. Oh, ben oui. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est pas des femmes qui accouchent qui manquent, là. On s'entend, là. Je suis du même avis. On s'entend, un accouchement, c'est quand même raide sur le corps. Je suis d'accord avec toi. Une fois que tu as ton bébé, reprendre sa forme physique, ça doit prendre un certain temps là, avant de retrouver sa force, puis que les muscles se replacent. Oui. Oui. J'aime bien dire, ton corps a changé pendant 9 mois. Oui. Puis après ça, en tout cas, peut-être que c'est un petit peu plus l'idée qu'on a de certaines Instagrammeuses, de certains contenus, dans le fond, qui nous sont proposés, comme quoi que il faut retrouver sa taille rapidement. Si on faisait du jogging, on garde notre jogging jusqu'à la fin de notre grossesse, puis qu'après ça, bébé est tout petit, 3-4 semaines, puis voilà, on reprend notre activité. Fait qu'il y a peut-être certaines personnes qui fit dans ce moule-là, OK? Des super athlètes. Tu sais, moi, je pense à Serena Williams, là, qui a été retirée du circuit pour avoir son bébé. Puis après ça, dans le fond, elle est revenue tout de suite à la compétition. Ah ouais, hein? Tu sais, moi, je me dis, OK, mais cette femme-là, elle avait une équipe. Elle avait probablement des soins quotidiens. Elle avait probablement un entraîneur personnel, sa physio personnelle. Elle avait probablement une équipe de peut-être 10 professionnels alentour d'elle pour la supporter dans ça. On n'a pas le même mode de vie qu'elle, mettons. Est-ce qu'on a aussi le même budget? Oui, c'est ça. Ça, c'est l'autre aspect. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il faut relativiser. Je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui sont favorisées de leur génétique et d'autres qui le sont moins. Puis après ça, dans le postpartum, il y a beaucoup de comparaisons. Oui, mais moi, tout ça, ma belle-sœur, elle a repris. Je pense qu'à ce moment-là, ça doit être tough, hein? Il faut retomber dans moi. Tu sais, qu'est-ce qui est normal pour moi? Puis c'est un peu ça. Il y a certaines personnes, dans le fond, qu'au niveau de la gestion de cicatrices, tu sais, depuis qu'ils sont tout petits, ils se font des plaies, puis ça prend une éternité à guérir. Puis ils se ramassent avec, tu sais, du surplus de peau. On voit les cicatrices, etc. Donc, ces personnes-là, on le sait des fois que leur cicatrisation, le processus, c'est peut-être moins favorable. Donc, si cette même femme-là a une césarienne, ça se pourrait qu'on ait des problématiques au niveau de sa cicatrice de césarienne davantage que chez une autre personne. Puis c'est pas parce que elle n'est pas bonne ou parce que son corps n'est pas correct ou parce que c'est juste parce que c'est comme ça pour elle. Tout le monde est différent. C'est exactement ça. Donc, on est tous différents. Puis, même chose, nos grossesses se ressemblent pas. Les accouchements sont tous différents. Donc, c'est difficile après ça de se comparer puis de se dire « Ah oui, ça, c'est normal. Ah non, moi, je suis en retard là, par rapport aux autres. » Là. Puis,
au point de vue périnéal, ce qu'on sait, c'est qu'on a une progression qui est recommandée par rapport à, justement, la reprise d'activité physique, OK? Puis c'est tout le temps global. Pourquoi? Parce que, justement, on ne fait pas une évaluation puis on ne donne pas des recommandations qui sont distinctes pour chaque personne. Ouais. Chose qui devrait être faite, peut-être, Et c'est ça que idéalement. je fais. Oui, c'est ça. Quand les gens viennent me voir, c'est ça qu'on fait ensemble. Ouais. Par contre, tu sais, les lignes directrices, moi, je les trouve quand même assez bien. OK? Je te les défile un petit peu. Dans le fond, le premier 6 semaines, c'est relax. OK. Relax de chez Relax. Ouais. OK? Donc, moi, ça, c'est la période où est-ce que tu as de la récupération gratuite, OK? C'est tu fais rien parce et que tu gagnes. Avec un petit bébé naissant, tu fais pas rien aussi, là? Bien, c'est un peu ça. Moi, ce que je veux dire, c'est t'es pas en train de monter une montagne, t'es pas en train de faire du vélo stationnaire, t'es pas en train de te partir un club de marche là, avec les mamans du quartier. Tu sais, t'es à la maison, souvent en position déclive. Déclive, c'est que t'es semi-assis, un petit peu couché sur le côté. Pourquoi? Parce que tes organes, là, ils viennent de descendre vers le bas avec ta poussée d'accouchement. Le poids que tu avais au niveau de tes structures, il vient de se faire retirer, OK? Souvent, en plus, ça correspond avec la phase où est-ce que bébé doit s'adapter au milieu extérieur, où est-ce qu'on met en place l'allaitement. Fait que tout ça, ça s'imbrique dans ralentir, prendre soin de soi, puis surtout permettre aux structures de se remettre en place, OK? Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, dans le fond, à partir de ce 6 semaines-là, OK? Puis c'est un peu ça. On dit 6 semaines parce que la littérature nous dit que c'est ça qui serait le mieux, OK? Par contre, si j'ai une déchirure de grade 4, bien, ces 6 semaines-là, il va peut-être devenir 8, puis ce serait correct, OK? Puis ce ne serait pas nécessairement mauvais. Par contre, par la suite, ce qu'on veut, c'est reprendre les activités qui sont progressives et sans impact. Oui, c'est ça, là. Le jogging, c'est quand même assez impact, là. Boum, boum, boum. Oui, c'est 2,5 fois ton poids directement dans ton périnée, là. OK? Donc, si ton ouverture vaginale est encore un petit peu ouverte, tes muscles sont pas tout à fait coordonnés, tu as encore un peu de faiblesse, puis quand tu tousses, tu perds encore un petit peu d'urine, je te le recommande pas. C'est clair. OK? Ouais. Donc, c'est comme si tu t'en allais courir avec déjà des roches dans tes souliers, là. OK? Tu sais que ça va faire des ampoules puis des petits bobos, là. OK? C'est prévisible. OK? Donc, ça. Après ça, ce qu'on veut recommencer, c'est les activités sans impact. OK? Puis là, ce qui est bien important, c'est qu'entre la semaine 6, là, postpartum, et le 3 mois, là, OK, qui est l'équivalent de 12 semaines, fait que ça s'échelonne sur 6 autres semaines, là, ce que je suis en train de te dire. C'est progressif. Fait que c'est pas, 6 semaines, oh yes, 6 semaines un jour, je vais aller marcher pendant 4 heures dans mon sentier préféré. Non. De 0 à 4 heures, là. Ouais. Fait que des fois, les gens disent... par 15 minutes, peut-être. C'est exactement ça. Tu sais, après ça, on va commencer par faire des courtes distances. On va être peut-être privilégié du plat. Tu sais, moi, j'ai de la région de Sherbrooke. C'est pentu. Tu sais, est-ce que je vais vraiment... Moi, je me revois, là, 6 semaines postpartum de mes jumeaux, là, avec ma poussette double, avec l'équipement qui était super pesant. Oublie ça. Juste remonter ma rue, j'en étais pas capable. Puis déjà là, juste de dire, OK, non, ça va être ardu. Déjà là, c'est un petit signe comme quoi qu'on n'est pas nécessairement prête à le faire. Là. Mais de marcher... Faut s'écouter, dans le fond, à la base. C'est exactement ça. Ouais. Mais dans le fond, il faut trouver l'entre-deux. Moi, j'ai 2 types de patientes. Les patientes qui sont plus... qui ont un petit peu plus peur, tu sais, qui ont besoin qu'on fasse « Non, c'est correct, vas-y, c'est super beau, là. » Tu sais, hey, ça va super bien, vas-y, reprends quelques activités. » Puis d'autres, moi, je les appelle mes spirits, OK? C'est comme c'est des étalons, là, ils sont libres, là. Ils sont pas habitués d'avoir de limites, là. Puis moi, je me sens, là, comme si j'avais juste comme, tu sais, il y avait le petit mortier des étriers, puis là, je suis là « Ah non, pas tout de suite, pas tout de suite! Oh. » Pour essayer de, justement, de permettre aux structures de se remettre en place. Puis c'est là qu'on va reprendre le plus rapidement possible nos exercices de contraction plancher pelvien. Puis tu sais, le muscle que je t'ai dit que j'aimais beaucoup qu'on travaille pendant la grossesse, bien, on va aller le rechercher, lui, notre transverse, parce qu'une fois que notre bédaine a été super étirée, là, tu sais, c'est au début, on ne se le mentira pas, c'est plus mou. OK? Et donc, d'aller se rechercher une petite fermeté, que ce soit tant au niveau de la musculature, tant au niveau de la peau, puis dans le fond des structures, bien ça va venir aider. OK? Fait que ça, puis une fois qu'on est rendu à notre 12 semaines, là, j'ai encore 3 autres mois pour augmenter progressivement les impacts et les sauts. Okay. Donc,
On n'arrive pas à 12 semaines, un jour, demi-marathon. Oui, c'est ça. OK? On n'est pas là, Ouais. OK? Donc, puis comment qu'on vient rajouter des sauts? Souvent, dans certains des entraînements ou dans certains sports, il va déjà en avoir des sauts. Donc, que ce soit en entraînement à la maison, où est-ce qu'on va faire des jumping jacks, on va faire des squats, puis, tu sais, au lieu juste de se relever, on fait un squat, puis on saute. Ouais. Donc, c'est des moments où est-ce qu'on peut réintégrer. Même chose avec des fentes. Tu sais, des fois, on fait des fentes, puis là, on va sauter, tu sais, d'une fente avant droite à une fente avant gauche. Et ça, c'est de reprendre les sauts petit peu par petit peu. Ouais. OK? Pas d'en faire pendant 2 Exactement. heures de temps. Exactement. Ou éventuellement, peut-être. Moi, Au bout de- les pires histoires que je me dis, Colin de Ben, tu sais, que j'ai été là pour accompagner mes patientes, c'était tout le temps des choses que tu te dis, ben voyons donc. Il faut juste le rappeler, on n'est pas des Wonder Woman. J'aimerais ça. Ouais. Mais la réalité, c'est que nos structures subissent du stress et ont besoin de reprendre leur positionnement. Il y a une étude qu'ils ont faite avec dans le fond, des femmes qui étaient dans l'armée américaine, Ouais. puis, dans le fond, qui faisaient leur test physique. Là, ils doivent avoir des tests physiques qui sont annuels. Ouais. Ils faisaient leur test physique avant qu'ils tombent enceintes. Puis après ça, ils regardaient à quel moment ils allaient avoir la même capacité physique en postpartum, et la moyenne était d'1 an. Ah oui, quand même. tu sais. OK? Mais pour des femmes qui étaient déjà entraînées. Qui était déjà vraiment en forme, là, c'est ça. Parce que c'est pas tout le monde qui est Exactement. très, Puis- très, très en forme comme ça là, pour Puis l'armée. là, aussi, tu sais. c'est en moyenne. Ça veut dire que de ce lot-là, il y en a peut-être qu'après 6 mois, ils avaient retrouvé exactement leurs conditions d'avant. Mais d'autre part, ça veut peut-être dire qu'il y en a 1 an et demi plus tard C'est ça. que ça leur a pris pour retrouver leurs conditions initiales. Ouais. Donc, on est quelque part là-dedans. Donc, comme je te disais, l'individualisation, là, justement, de notre plan de reprise, c'est important, puis surtout de s'écouter. Je te mentionne des symptômes, là, moi, que je surveille là, en clinique, là, OK? Des pertes urinaires, Ouais. sensation de lourdeur, de pesanteur, OK? Sensation qu'il y a une présence vaginale, OK? Ça ne devrait pas être là pendant l'exercice ou du moins après l'exercice, Ouais. OK? Il y a aussi les hémorroïdes, moi, que je surveille. Parce que des fois, quand on fait une activité, on ne se rend pas compte à quel point on force bien ou mal, OK? Mais quand on ne gère pas bien la pression dans notre abdomen puis que ça s'en va vers le bas, ça arrive des fois que ce soit les hémorroïdes qui ressortent en Et premier, Colin. OK? Ouais. Donc, puis là, des fois, tu te dis, bien voyons donc, mais pourtant, mais elles sont molles. Et puis, on ne trouve pas de cause à proprement dit en lien avec soit ton alimentation ou avec tu sais, dans le fond, avec ton évacuation de sel, mais on va retrouver quand même ce symptôme-là. Moi, ça me lance des flèches. Il y a aussi le fait de perdre des gaz, de perdre des sels pendant une activité. Puis sinon, des douleurs. Tu sais, si tu as une cicatrice, puis que ça allait super bien, puis tu te mets à faire une activité, puis là, tout d'un coup, c'est comme, ça élance, puis ça élance Ouais. plusieurs heures là, après l'activité. Ça, c'est des signaux, là, comme Ouais. quoi que ton tissu, il dit, regarde, je ne suis pas prêt pour ça. Ouais. Puis souvent, on a tendance à mettre ça un petit peu de côté. Ah, c'est normal. Mais moi, j'aime mieux qu'on soit un petit peu plus attentif, puis justement qu'on les gère, puis qu'on progresse davantage plutôt que de passer la limite, puis après ça, d'arriver à un point de non-retour. Fait que, Dans un monde idéal, là, les femmes qui se préparent à avoir un bébé, ils viendraient consulter oui. pendant la grossesse, idéalement, ou avant? Dans le fond, les femmes qui ont déjà des problématiques, Ouais. dans le fond, qui sont connues, Ouais. avant de tomber enceinte, ça devrait aussi... Ils devraient déjà avoir une consultation. Oui, c'est ça. Les femmes qui n'ont aucune problématique, tu dis, moi, ma vie, là, j'ai jamais eu de problème Ouais. de quoi que ce soit. En grossesse, typiquement, C'est parce que ton corps change tellement que... c'est exactement ça. Puis Ouais. on est tellement sur le volet préventif puis sur le volet de préparation qu'on vient tellement enlever des risques qui sont, à proprement dit, pas inutiles, mais qui peuvent être prévenus. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus, je vais dire, ça donne une meilleure santé pelvienne à long terme. Ben oui. Donc, vraiment, de ce côté-là, on est vraiment doublement gagnant. L'autre aspect là-dedans, c'est que là, présentement, il y a certains endroits où est-ce qu'ils font de la physiothérapie, surtout en France, dans le fond, qu'en postpartum, d'emblée, ils vont donner des sessions, OK. etc. Ouais. Fait que déjà, on sent qu'il y a peut-être de la volonté, Ouais. mais dans le fond, c'est ça. C'est que là, ça prend des sous. Ouais. Pour Parce que c'est ça, offrir. nous, au Québec, c'est pas offert avec l'assurance maladie, mettons. Là. Non, exactement. Ouais. Là, présentement, les programmes qui sont connus, dans le fond, qui
qui sont proposés au public, bien, ce sont des programmes qui sont pour surtout de l'incontinence urinaire puis des prolapsus. Puis typiquement, ça va être chez des gens qui sont plus âgés, qui ont différentes problématiques de santé ou qui sont en attente d'une chirurgie ou qui viennent de recevoir une chirurgie. Fait que souvent, ça va tourner alentour de ça. C'est pour ça que nous, en clinique privée, on l'offre. Pour celles qui viennent nous voir, c'est sûr, c'est un privilège. On garde en tête que c'est peut-être pas l'ensemble de la population qui peut se permettre non plus d'avoir accès à ces soins-là. On essaye d'être le plus accessible possible, mais reste que ça demeure un enjeu. À voir dans les prochaines années où est-ce que la volonté politique va, mais nous, on fait en sorte qu'on, en participant, entre autres, au podcast aujourd'hui, de donner des conseils et autres, tu sais, d'avoir un impact plus large puis d'être capable de rejoindre le plus de gens possible, justement, pour que les gens, justement, puissent avoir cet empowerment-là. Oui, c'est ça. Ouais, même sans avoir les moyens, bien, déjà, en écoutant cet épisode-là, je pense qu'il y a plein de petits trucs qu'ils peuvent garder en tête, là. C'est exactement ça. Ouais. Les rapports sexuels après l'accouchement. Oui. Est-ce qu'il y a un temps recommandé de s'abstenir? Moi, je te dirais, ce que je vois, puis ce que je recommande, c'est 1, il faut se sentir prête. 2, s'il y a des points, il faut qu'ils soient tombés. OK? Parce que, tu sais, je disais, tu sais, on jasait tantôt le fait, ce serait quoi les conséquences d'avoir un point qui se défait? Oui. Ça m'est déjà arrivé d'avoir vu une patiente que le point avait lâché parce qu'elle avait eu une tentative de relation sexuelle avec son conjoint, puis que c'était trop tôt. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être ça le risque, là, OK? Surtout quand il y a des points qui sont présents. S'il n'y a pas de déchirure en tant que telle, à ce moment-là, c'est juste de voir le moment où est-ce qu'on est prêt. Il faut juste garder en tête que quand on commence à allaiter, bien souvent, on a beaucoup de périodes de peau à peau, il y a beaucoup de périodes où est-ce que le bébé est au sein. Des fois, les moments où est-ce qu'on peut se permettre d'avoir une fenêtre, d'avoir des relations sexuelles est peut-être un petit peu plus restreinte dans les semaines, là, fraîchement dans le postpartum. Mais tu sais, par la suite, après ça, dans le fond, c'est d'y aller vraiment au rythme de la personne. Puis, c'est quelque chose qui est stressant pour les femmes. Hein? Oui. Parce que ça change beaucoup, le corps change. Puis aussi, l'espèce de relation qu'on a avec notre région vulvaire, c'est comme... ce que j'entends souvent, c'est « Ah, je veux même pas voir. Je veux pas voir ça a l'air de quoi » ou « off. » Je veux, comme un peu comme « Je veux pas être déçue » ou tout ça. Puis après ça, nous, on arrive, on dit « Ben non, mais c'est correct, regarde, ça se replace, l'ouverture est de plus en plus petite et tout ça. » Donc, tu sais, il y a cette relation-là au corps. Puis, il faut garder en tête que les femmes ont aussi beaucoup de changements au niveau hormonal dans cette période-là. Donc, juste de garder en tête aussi qu'on met beaucoup de pression des fois, ou on se met une pression, tu sais, de se dire « Ah oui, tu sais, mon conjoint, on a besoin de reprendre des relations sexuelles. » Puis c'est parce que la vérité, c'est que la libido, des fois, elle n'est pas tout à fait au rendez-vous. Puis ça aussi, on en parle peu de ça aussi, qu'en fait, quand en postpartum, ça arrive que la libido soit moins présente, puis que c'est juste normal, c'est une fluctuation, que ça va revenir également, mais de ne pas se forcer dans ça. Puis que, en tout cas, moi, je peux t'en parler personnellement. Moi, j'avais l'impression de revivre un peu comme une première fois. Ah ouais? Ouais. Un peu comme si... Un petit stress, puis un petit... mais exactement. Je me connais pas encore tout à fait. Oui. Hey, c'est quoi? Tu sais, la première fois, moi, je me souviens, là, tu sais... back in the days, là, je me disais, mais là, je vais-tu avoir mal? Tu sais, je vais-tu avoir du plaisir? C'est vrai que c'est pareil. Ben, c'est un petit peu ça. Fait que là, tu te dis, OK, ça va-tu faire mal? Je vais-tu bien sentir? Souvent, après ça, on se dit, est-ce que notre conjoint va avoir autant de plaisir qu'avant? Je vais-tu bien sentir? Moi, je vais-tu avoir du plaisir? Tu sais, il y a un petit peu tout ça. Fait que c'est un petit peu normal aussi que ça puisse être stressant, puis juste de se laisser le temps de se déposer là, dans tout ça, puis de le reprendre doucement. Dans les premières fois où est-ce qu'on a des relations, si on a eu des déchirures, ça se peut que ce soit sensible, comme ça se pourrait que ça aille super bien. Fait qu'à ce moment-là, si jamais il y a des douleurs qui sont présentes, puis qu'on ressent qu'on a besoin d'aide, c'est là qu'on intervient, puis c'est pour ça qu'on vient nous consulter également. Fait qu'on reste disponible dans ces périodes-là, mais tu sais, souvent, il y en a qui me disent « sais-tu quoi? Ma peur était tellement plus grande que la sensibilité en tant que telle qu'au début, je trouvais ça plus sensible, mais quand j'ai réalisé que ça ne l'était pas tant, ben là, c'était correct. » Oui, c'est ça. J'ai pu me laisser aller. C'est exactement ça. Mais il
faut savoir, si jamais ça reste sensible dans le temps, puis tu sais, que malgré le fait qu'on essaye une position, essaye l'autre, essaye le matin, le soir, et puis que la sensibilité est toujours au même endroit, là, il faut garder en tête que là, il y a du tissu cicatriciel, il y a peut-être des raideurs, il y a peut-être des tensions musculaires. Fait que là, c'est là-dedans, nous autres, qu'on intervient. Ça, c'est notre... c'est le pain et le beurre de la physiothérapeute pelvienne. Donc, à ce moment-là, on peut intervenir. Mais c'est normal qu'il y ait une petite sensation là, de « ouf, OK, on se lance, OK. Oh. C'est comme une renaissance. Mais en même temps que tu donnes naissance, tu renais aussi. Est-ce qu'il existe des situations où la physiothérapie périnéale n'est pas recommandée? Bien, moi, je te dirais... pas recommandé. C'est sûr que moi, quand quelqu'un arrive dans mon bureau, on fait l'évaluation, dans le fond, de tout ce qui ne nous appartient pas. OK? Exemple, j'ai quelqu'un qui arrive en postpartum, puis elle me dit « Ah, j'ai des douleurs au niveau du ventre, etc. » Bon, je fais mon examen, on va aller regarder au niveau vaginal, puis là, oups, OK, il y a quelque chose au niveau du col. Là, on parle de l'organe en tant que tel. S'il y a une infection utérine, s'il y a une infection urinaire, là, à ce moment-là, on tombe dans ce dont je ne m'occupe pas. OK? Donc, vraiment, la situation, mettons, qui serait en lien avec une infection, en lien avec un organe plus spécifique. OK? C'est déjà arrivé également qu'on se rende compte. Tu sais, moi, je fais mon examen, puis hop! Il y a un point qui est encore présent, mais qui commence à être recouvert par de la peau. Mais on le voit au travers de la peau, là. OK? Il n'est pas tombé, genre? Il n'est pas tombé, il est encore là. Parce d'habitude, c'est des points fondants qui sont Exactement. utilisés. Mais ça arrive une fois de temps en temps que les points font des affaires bizarres. OK? Fait que, puis là, on se dit, Colin de Bin, mais c'est ça qui cause sa douleur. Mais là, moi, comme physiothérapeute, je n'irai pas masser ça. Je l'ai référé à son médecin parce pour que ça va que... peut-être être une petite incision. Et voilà, puis ils sont allés chercher, puis après ça, pif paf, les choses se sont réglées parce que c'était ça. Par contre, moi, je pense qu'on a un rôle à jouer dans l'identification de ces facteurs-là. Parce que des fois, on ne se cachera pas, pour certaines femmes qui n'ont pas accès à un médecin de famille, d'arriver dans un contexte postpartum où est-ce qu'on se pose des questions, etc. On a les soins qui sont donnés par souvent les CLSC ou par les centres de services, dans le fond, qui font le soin beaucoup de bébés. Mais maman, des fois, dans le contexte de suivi à domicile, etc., on ne regarde pas au niveau de leur périnée s'il y a raison de consulter ou pas. Fait que des fois, les femmes se retrouvent dans nos bureaux et on les redirige à ce moment-là. Mais ça... On fait des bonnes évaluations, on détecte bien les choses, fait qu'à ce moment-là, on ne se retrouve pas à traiter quelque chose qui n'était pas dans notre champ d'expertise. On redirige à ce moment-là. Ça arrive, je te dirais pas souvent, mais ça arrive une fois de temps en temps. Mais à ce moment-là, on vient faire tout le restant de notre éducation alentour. Fait que les gens ne sont pas perdants au final. Est-ce que c'est possible de faire des je sais pas dire des prescriptions, mais dans des recommandations? Comment on appelle ça? C'est pas une prescription que je veux dire, là? Non, je comprends. Renvoyer voir un spécialiste, c'est un... Dans le fond, faire une référence. Une référence, oui. Ça, dans le fond, on a la possibilité de faire certaines références. Souvent, on va passer via le médecin de famille parce que le médecin de famille, lui, il est capable de faire une évaluation, justement, de la santé globale de la personne, puis de savoir, dans le fond, aussi dans le réseau local de la personne, dans la ville, c'est quoi les différentes ressources, puis d'envoyer les références aux bons endroits. Ça peut arriver parfois, avec les années, on collabore, des fois, on connaît certains médecins qui font certains types de pratiques, puis des fois, on va recommander à certains médecins, on sait que tel médecin a déjà traité tel type de condition qui est plus difficile. Vous pourriez faire une référence à ce médecin-là, plus particulièrement. Mais notre rôle à nous, c'est vraiment de rester dans notre domaine, puis après ça, de référer. Mais on réfère à plein de gens. On parlait tantôt, on vient juste de discuter de la reprise des relations sexuelles. Pour certaines, ça va être vraiment plus difficile. Mais c'est pas nécessairement un enjeu qui est physique. À ce moment-là, si on réfère à une sexologue qui va être capable d'aborder les différents aspects, justement, de la réappropriation du corps, travailler l'estime corporelle, travailler différents aspects, bien, à ce moment-là, on va référer parce que nos ressources, je dis souvent, l'être humain, c'est bio, c'est psycho, c'est social, OK? On ne peut pas départir les gens puis juste prendre dire « moi, je traite juste ton corps, puis le restant, on s'en occupe pas ».
à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient utiliser nos ressources qui sont secondaires. Fait que soit référer à des psychologues, soit référer à des sexologues. Des fois, on va, quand on voit que la reprise d'activité physique plus spécifique pour certains sports est plus difficile, on peut référer en kinésiologie, on peut travailler en collaboration, que ce soit intradisciplinaire ou multidisciplinaire avec plein d'autres professionnels, mais c'est de rester ouvert. Puis je pense que c'est ça qui fait la force aussi. On est comme un petit peu plus... c'est une petite niche, hein? C'est une expertise qu'on vient développer en rééducation périnéale. Puis, tu sais, la physiothérapie, c'est tellement large en général que, tu sais, qu'on s'en va dans un petit peu plus pointu. Fait que dans ce domaine-là, on vient rajouter un réseau, dans le fond, qui est un petit peu plus pointu, lui aussi, pour venir accompagner nos patients. Fait est-ce que dans vos cliniques, vous avez certains de ces experts-là qui sont autres que physiothérapeutes? Ah, tout à fait. Dans le fond, on travaille avec des sexologues, on travaille avec des psychologues, travail social. On a aussi des étroites collaborations avec certaines nutritionnistes parce que, on parlait de la constipation, etc. Fait que nous, de référents en nutrition, ça fait partie de la solution parfois. Donc, il y a ça. Il y a différents traitements aussi qui ne se donnent pas, exemple, dans les centres hospitaliers présentement. Ce sont souvent des traitements, on dit première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est que première ligne, c'est ce qu'on devrait faire tout le temps avant d'essayer l'option 2. Puis quand l'option 2 ne fonctionne pas, on s'en va à l'option 3. Fait que nous, à la clinique aussi, dans le fond, il y a des médecins spécialistes qui peuvent être présents pour essayer différents traitements qui sont jugés tertiaires pour différentes conditions. Des fissures qui ne guérissent pas, des problématiques de douleur, de l'incontinence urinaire qui ne répond pas aux traitements conservateurs, d'exercice et de changement des habitudes de vie. Donc c'est un peu ça. On s'entoure, puis on a des belles communautés. Nous, à Sherbrooke, chez Cigonia, on a vraiment un superbe milieu, puis on est vraiment beaucoup de physiothérapeutes à notre clinique. Là. C'est la plus grosse clinique de physio pelvienne dans le fond, au Québec, puis je pense que c'est une des plus grosses au Canada, si c'est pas la plus grosse au Canada également. Donc, on est vraiment beaucoup de professionnels ensemble, puis c'est ça qui fait la force d'une équipe. Après ça, d'être capable d'aller au-delà de juste nous, puis de voir, OK, c'est quoi la prochaine étape pour notre patient? Puis si c'est pas avec nous, bien, c'est de référer. Ça doit être vraiment le fun d'aller à votre clinique parce que c'est tellement un sujet qui est difficile à aborder. Puis même avec des médecins, moi, j'ai pas de médecin de famille. Fait que si j'avais une problématique comme ça, je serais comme, est-ce que ça va être la bonne personne à qui je parle? Est-ce que je vais recevoir de l'écoute? Est-ce que, tu sais, des fois, c'est difficile, là. Il y a des médecins qui, surtout pour des douleurs, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui balayent un peu du revers de la main certains professionnels, là. Fait que j'ai l'impression qu'aller vous voir, ben là, on a une réelle écoute sur nos problèmes, là, tu sais. C'est parce qu'on a le temps. C'est un petit peu ça. Présentement, ce qu'on se rend compte, c'est que nos réseaux sont débordés. Même dernièrement, j'entendais là, la responsable justement du département de gynécologie du CIUS de l'Estrichus, Dr Sophie Desindes, cette semaine, puis elle disait, on n'arrive pas, on n'est pas dans nos listes pour les chirurgies parce qu'on n'a pas de capacité opératoire, on n'a pas d'équipe qui attendent. Donc là, présentement, nous, en Estrie, on est en retard pour les chirurgies gynécologiques. Donc, dans le fond, l'accessibilité aux soins, dans le fond, quand le bouchon, tu sais, l'espèce de goulot d'étranglement, quand les gens n'arrivent pas à avoir leur chirurgie, bien là, c'est comme tout recule, tout est long, tout est les prises en charge. Fait que là, on se retrouve avec des professionnels de santé qui sont complètement débordés, avec des médecins de famille qui ont de plus en plus de patients à gérer. Puis dans ce contexte-là, après ça, tu sais, nous comparer, nous... T'sais, moi, je prends 1h30 avec mes gens pour évaluer, là, versus un sans rendez-vous. Où est-ce que... Fait qu'on compare des pommes des oranges. C'est sûr que de mon côté, c'est plus facile, justement, d'avoir le temps de m'asseoir, puis le temps d'être présente, d'être là, puis de supporter. Puis on en fait notre créneau, tu sais, c'est d'une importance capitale pour nous à la clinique, justement, d'être capable d'accueillir tout le monde, puis d'être capable de trouver, du moins, ou d'essayer de trouver des solutions pour toutes les raisons de consultation. On travaille fort, puis on est là pour les patients, mais c'est vrai. Présentement, mais je pense que c'est pas juste en Estrie, c'est pas juste certains médecins. Je pense que globalement, il y a un problème de sursaturation. Ça met énormément de pression. Puis, tu sais, je pense que de ce côté-là, il faut le garder en tête. Est-ce que, au final, c'est encore les patients qui payent? Je pense que oui.
Mais après ça, je pense qu'on a des décisions plus larges, tu sais, au niveau de la gouvernance, puis où est-ce qu'on s'en va, qui sont... Et je ne suis pas là pour discuter de ça, ni pour parler d'une implication en politique quelconque. Tout ça pour dire que merci que votre clinique existe. Bien, merci. De ton expérience personnelle, ça serait quoi tes conseils pour une femme qui souhaite avoir un bébé prochainement? Oh. Dans le fond, je pense que c'est de se préparer, mais tout en ne se préparant pas trop. OK. Ouais. Moi, je te dirais, c'est sûr que ce que je fais dans la vie, je pense que ça fait vraiment une différence dans la vie des femmes qui me consultent. Fait que moi, je dirais, oui, tu sais, venez nous consulter pour une préparation. J'ai que de bons mots. Il n'y a pas personne qui nous est revenu ou de commentaires ou autres qui nous disent que ça a été une perte de temps, une perte d'argent. Les gens sont satisfaits, les gens se sentent bien, puis on peut pas être déçu d'avoir investi justement dans une préparation d'un événement qui est aussi important. L'autre aspect, ce que je dirais, c'est, quand je disais se préparer, mais pas trop, après ça, c'est de peut-être travailler l'aspect d'accepter le fait qu'il y a de l'imprévisibilité dans ça. OK? Fait qu'après ça, si on ressent de l'anxiété, puis si on ressent qu'il y a quelque chose à adresser de ce côté-là, de pas juste laisser ça aller, là, tu sais, puis d'aller chercher les ressources qui sont nécessaires à ce moment-là pour venir nous accompagner. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on veut être prêt, mais en même temps, on veut pas être super stressé, puis lire des statistiques de déchirure à tous les jours, là, tu sais. Par contre, c'est clair. C'est un peu ça, hein, parce que si on se met à regarder ça, c'est comme... Ça devient overwhelming. Ça devient un petit peu trop intense, là. Fait que moi, ce que je dirais, c'est faire la préparation, puis de s'entourer, d'avoir une bonne équipe. Puis je pense que moi, comme physiothérapeute, je fais partie de l'équipe de soins, dans le fond, des femmes qui me consultent. Puis même chose, tu sais, moi, mes grossesses, c'est mes collègues qui m'ont suivie, tu sais. Puis malgré le fait que, tu sais, j'avais déjà des connaissances, juste le fait de se sentir prise en charge, puis un petit peu prise par la main, puis justement d'avoir cette espèce de continuum-là, ça fait du bien. En tout cas, pour moi, ça a fait une différence sur mon bien-être, puis c'est ça que j'essaie de redonner aux autres. Fait que moi, je te dirais que c'est un peu ça. Puis après ça, moi, la vie m'a appris que quand tu veux prévoir quelque chose, que tu peux pas. Hein? Fait que, tu sais, moi, ma dernière grossesse, on s'est dit, on va en avoir un troisième, finalement. Ça a été le troisième puis le quatrième. Fait que ça, c'est une autre des choses que j'ai appris. Hein? On peut avoir des jumeaux à n'importe quel moment dans notre vie, hein? Donc, c'est un peu ça. Fait que l'apprentissage du laisser-aller aussi. Go with the flow. Oui, c'est exactement ça. Fait qu'on contrôle ce qu'on peut, puis ce qu'on peut pas, il faut apprendre à laisser aller. Fait que ce serait peut-être ça, mon mot de la fin. Parfait. Très bon mot de la fin. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça me fait très plaisir.